Ok, bonjour à tous. Déjà, merci d'être là, aussi nombreux en IPGG. Ça nous fait, donc là, je parle au nom des confrères, donc la partie de PC Durable euh, qui s'occupe de gérer les conférences. Donc voilà, déjà, je suis super content qu'on soit autant. On est super content au sein des confrères de voir autant de monde, de voir autant de monde en Zoom aussi. Et puis on est super content d'être enfin à l'IPGG aussi. C'est super chouette de pouvoir avoir une salle de cette qualité. Donc merci beaucoup à l'administration de PC de nous procurer cette salle. Juste avant qu'on commence, du coup, j'aimerais en profiter pour vous parler un petit peu de l'école pour ceux qui sont en Zoom. Puis je présenterai les deux intervenants et après, j'en profiterai pour dire deux mots juste sur l'objectif qu'on a au sein des converts. Donc tout d'abord pour PC, pour ceux qui sont en Zoom, donc le SPCI, c'est l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris. Voilà, donc c'est une école d'ingénieurs au centre de Paris et on fait donc ça destine des ingénieurs à la fois en physique, en chimie et en biologie avec une formation interdisciplinaire en 4 ans. Voilà, donc je vous invite à vous renseigner si ça vous intéresse. Donc pour les intervenants, donc, on a la chance d'accueillir Corinne Lequerret et Jean Jouzel, voilà, qui vont donc nous parler notamment de la politique qu'a suivi la France depuis 30 ans sur les questions de risque climatique en termes d'impact, d'atténuation, mais aussi d'adaptation. Alors, petite présentation, Corinne Lequerret, elle est biogéochimiste, elle est présidente du Haut Conseil pour le climat. Donc, le Haut Conseil pour le climat, c'est un groupe d'experts national qui a pour mission d'aider, d'épauler le gouvernement dans des décisions qui portent sur ces sujets-là, notamment sur trois axes. Donc la réduction des gaz à effet de serre, le développement et la sauvegarde des puits de carbone. Donc les puits de carbone confèrent la conférence qu'a donnée Laurent Bopp il y a 2 semaines, et la réduction de l'empreinte carbone de la France. Mais elle est aussi professeure à l'université d'East Anglia, à Norwich, en Angleterre. Donc. Et en plus, et donc Jean Jouzel, lui, est paléoclimatologue. Il a mené des recherches extrêmement édifiantes sur l'évolution du climat et ça lui a valu la médaille d'or du CNRS en 2002. Il a aussi été vice-président du groupe 1 du GIEC jusqu'à 2015 et il est aussi membre de l'Académie des sciences. Donc, c'est pas juste quelqu'un qui a fait des sciences dans son coin, euh, et Corinne aussi. Euh, mais surtout, il a grandement contribué à la diffusion et à la prise de conscience des enjeux climatiques et environnementaux. Et je pense que c'est en partie grâce à lui qu'on est capable de sensibiliser autant de gens maintenant et de réaliser de telles conférences. Voilà, donc merci à eux. Donc, ce sera d'abord Corinne qui s'exprimera, puis Jean. Malheureusement, Corinne devra nous quitter, donc on posera un petit temps de questions à la fin à la fin du propos de Corinne pour que vous puissiez vous exprimer et si vous avez des questions à poser et on enchaînera avec la conférence de Jean. Euh, un petit mot, je finis avec ça parce que on a ça nous laisse une petite tribune d'expression pour les convertes. Il faut savoir que l'organisation des conférences, c'est pas un acte anodin. On ne fait pas juste ça pour pouvoir se divertir ou juste avoir des gens qui vont parler d'un sujet. Pour nous, c'est vraiment un acte citoyen parce qu'on considère que le dialogue et la discussion et l'enrichissement de nos connaissances et de l'état de l'art autour de l'environnement et des sciences du climat, c'est quelque chose de primordial pour notre génération. Et en ce moment, surtout, il y a des grands changements politiques qui vont arriver et pour nous, ça nous paraissait vraiment important que ces sujets-là soient traités. Et moi, je dis souvent que finalement, le contenu des confs, c'est pas forcément ça qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est toutes les discussions que ça va créer par la suite, tous les moments d'échange qu'on va avoir entre étudiants, avec les enseignants. Et je pense qu'on pense réellement au sein des convertes que c'est ça qui va faire bouger les choses et que c'est ça qui est réellement important. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que ça nous fait chaud au cœur de vous voir aussi nombreux parce que on se dit que ça donne espoir et qu'on est sur la bonne voie. Voilà, merci beaucoup, bonne conférence. Par-dessus comme ça. C'est bon. Merci. Donc, je pense que je peux enlever mon masque. Bon.
Bonsoir à tous et à toutes. Ça fait vraiment plaisir en fait de voir autant de personnes. Et comme je disais à Jean tout à l'heure, je ne me rappelle pas la dernière fois où j'ai fait une conférence en présentiel en fait. Donc j'ai un peu peur. Ouais. Donc, je suis là pour vous parler du Haut Conseil pour le climat, mais aussi, surtout, de manière plus importante, plus large, de la réponse de la France au réchauffement climatique. Et du coup, c'est aussi pour ça que ça me fait autant plaisir de voir autant de jeunes dans la salle, parce que Jean et moi, quand on a commencé à travailler sur le réchauffement climatique, moi, il y a 30 ans, Jean, peut-être un peu plus, en fait, ça n'intéressait pas grand monde. On était un peu isolés, on était un peu une voix à part et tout. Et on a eu tout un cheminement dont Jean vous parlera. Mais maintenant, c'est vraiment une problématique qui est au centre des discussions et des inquiétudes, en fait. Donc, avant de parler de la France, je vais vous parler du contexte international. Donc, moi, j'ai travaillé beaucoup avec un groupe qui s'appelle le Global Carbon Project à assembler les informations que nous avons sur les budgets de carbone que Laurent Bopp vous a présenté là, il n'y a pas longtemps, qui inclut les émissions de gaz à effet de serre et les pluies. Où est-ce qu'elles vont, ces émissions, dans l'environnement? Atmosphère, la moitié, pluie terrestre, pluie océanique. Et du coup, j'ai regardé depuis vraiment probablement 15 ans maintenant, chaque année, de manière très, très fine, les émissions globales de CO2. Donc, le CO2, c'est le gaz à effet de serre qui est le plus responsable du réchauffement climatique. Donc, avec les autres gaz à effet de serre, mais c'est lui, en quantité anthropique, c'est lui qui en a le plus. Et donc, l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère et l'augmentation des émissions, c'est très, très grave. Donc, vous voyez ici le CO2 global depuis les années 1990 jusqu'à la dernière année qui est là, qui est une projection, hein, c'est 2021. Et nous, quand on a commencé à faire une mise à jour annuelle, on était là en 2006. Donc, on était en pleine période où les émissions, elles augmentaient de 3% par année. 3% par année, c'est énorme. Mais bonne nouvelle, la croissance des émissions dans la décennie juste avant la crise du COVID-19, donc la décennie 2010-2019, celle-ci-là, elle avait déjà commencé à s'atténuer. Donc, on a 1% d'augmentation sur les émissions globales et 3% avant. Et est-ce que vous avez parlé de la neutralité carbone jusqu'à présent dans ce cours? Vous savez peut-être que pour stabiliser le climat, donc pour arrêter le réchauffement climatique, il faut que ces émissions, qui sont des émissions de gaz à effet de serre à longue durée de vie, elles soient zéro. Il faut qu'elles soient zéro, tout simplement. Donc, le fait qu'elles augmentent, ça ne va pas du tout. Il faut maintenant atteindre le pic d'émissions le plus rapidement possible. On y est peut-être, hein, j'en parlais un petit peu à la fin. Probablement pas encore, mais pas loin. Et ensuite, il faut faire les 3% par année, mais de l'autre côté, vers le bas. Et donc 1%, c'est mieux que 3%. On n'y est pas encore, mais c'est mieux que 3%. Et je parle juste vite fait de la pandémie, là. Ensuite, je voudrais bien revenir sur cette différence ici. La pandémie pas la pandémie elle-même, bien sûr, mais les mesures de confinement qu'on a mis pour répondre à la crise la pandémie du COVID-19 a fait chuter les émissions 5,4% aux dernières estimations pour l'année 2020. Mais ce n'est pas une chute intéressante pour le climat. Déjà, ce n'est vraiment pas intéressant du tout, point. Mais pour le climat, ça ne sert à rien en plus. Parce que c'est une réponse, c'est une chute en émissions qui est causée par le fait que l'on n'utilise plus nos infrastructures dans lesquelles on est plongé, attaché, immergé, qui sont des infrastructures qui émettent des gaz à effet de serre basées sur les énergies fossiles. Ce n'est pas des infrastructures bas carbone. Donc, pendant les mesures de confinement, on a arrêté de les utiliser, mais elles sont encore là. Et donc, bien sûr, aussitôt que les mesures de confinement sont levées, on les reprend.
Donc, c'est la différence entre là, on a une voiture qui est dans le garage, pour ceux qui ont une voiture, qui est dans le garage et on ne l'utilise pas, ou on passe la voiture vers une voiture électrique, ou on ne prend pas de voiture du tout et on prend les transports en commun. Donc, pendant la pandémie, on a arrêté d'utiliser ce qu'on utilise normalement et on est reparti. Et du coup, on a un rebond, bien sûr, en 2021. C'est normal. Il ne faut pas paniquer. C'est un rebond. Le fait que le rebond soit un tout petit peu en dessous de l'année 2019, c'est intéressant en soi. Les prochaines années vont être vraiment super intéressantes. Moi, je dois dire, on en parlait avec un collègue tout à l'heure, je ne sais pas en 2022 si les émissions, elles seront un petit peu au-dessus ou un petit peu en dessous de l'année 2021. Donc, à voir. Mais le point que je veux faire dans ce contexte international-là, c'est surtout parler de cette différence entre les deux décennies. Parce que, en fait, cette différence, elle est attribuable aux politiques climatiques qui ont été mises en place à travers le monde. Et ça, c'est vraiment important, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est une étude qui a été faite par des collègues, hein, moi je ne suis pas impliquée dans cette étude, qui ont démontré que, en fait, la courbe là que je viens de vous montrer, c'est celle-ci, un peu simplifiée, où on a une augmentation du CO2 plus faible là que la décennie précédente. Et maintenant, je n'ai pas encore revisé cette slide, vous voyez que depuis quelques mois, il y a maintenant 2500 politiques climatiques en place à travers le monde. Tous les pays ont au moins une politique climatique en place. Et dans cet article, ils ont pu démontrer avec l'aide d'un modèle que si on n'avait pas eu les politiques climatiques en place, on aurait vu une évolution plutôt du genre 3% ou pas loin des années précédentes. Donc, les politiques climatiques, ça marche. C'est juste qu'on n'en a pas assez. Donc, ces politiques climatiques, c'était surtout pour les émissions de CO2, beaucoup moins pour les émissions d'autres gaz à effet de serre qui sont surtout émis avec l'agriculture et l'utilisation des terres. Tandis que le CO2, c'est plutôt énergie. Donc, ça, c'est par contre une étude que moi, j'ai dirigée moi-même dans la même veine pour voir les politiques climatiques, est-ce que ça marche, qu'est-ce qu'on peut en dire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les pays où les émissions, elles diminuaient. Les émissions de CO2, elles diminuaient au moins 10 ans de manière significative et qu'elles diminuaient à la fois quand on les estime avec une estimation territoriale et quand on les estime en empreinte carbone, c'est-à-dire en considérant les émissions que l'on consomme dans le pays, mais qui sont importées et donc elles sont calculées ailleurs normalement. Donc, tous ces pays, donc 18 pays, ont une décroissance en émissions à la fois territoriale et empreinte carbone, dont la France qui est là ici, à peu près 1% par année dans la dernière décennie. On a aussi les États-Unis. Et depuis qu'on a fait l'étude, il y a le Mexique qui s'est joint à cette belle équipe. Il y a le Japon aussi qui s'est joint à l'équipe et d'autres pays européens. Il y en a 24 maintenant qui sont dans cette catégorie. Et la France y est toujours. Et ce qu'on a regardé à travers ces 18 pays, c'est qu'est-ce qu'ils ont en commun. Est-ce qu'ils font quelque chose que les autres ne font pas? Et on a trouvé trois facteurs qui sont communs à ces pays. Le premier, c'est que pas dans tous les pays, mais c'est un facteur qui ressortait quand même très bien, c'est que ce sont des pays qui utilisent de moins en moins d'énergie. Donc, soit avec l'efficacité énergétique, soit avec la sobriété, soit avec des changements dans l'utilisation de pratiques. Dans l'ensemble, ce sont des pays qui utilisaient de moins en moins d'énergie. Ici, tout petit caveat, il y a quand même la crise économique de 2008-2009 qui a eu un petit effet économique, mais ce n'est pas majeur. Autre point en commun, c'est que ce sont les pays, dans ces pays, le déploiement des énergies renouvelables remplace les énergies fossiles. Donc, ce sont des pays où on a fermé des choses. On a fermé des centrales à charbon, on a enlevé des gros véhicules des routes, on a mis des normes sur les polluants sur les véhicules, on a peut-être fermé des centrales à gaz, encore que pas trop, surtout du charbon. Et on a en parallèle déployé des énergies renouvelables. Dans les pays qui ne sont pas dans cette équipe, le Canada, l'Australie, plein de pays émergents, mais en tout cas, il y a plein de pays riches qui ne sont pas là.
ce qui se passe, c'est que les énergies renouvelables, on les aime, on les déploie, mais on n'enlève pas les énergies fossiles à côté. C'est particulièrement vrai les pays émergents qui se développent très, très vite, où on voit vraiment une grosse limite sur la production d'énergie. Et du coup, on déploie tout ce qu'on peut, renouvelable, non renouvelable, etc. Et les deux se déploient en parallèle. Donc, on peut faire baisser nos émissions que lorsque on enlève les énergies fossiles, bien sûr, ou on ne fait que déployer des énergies renouvelables. Et le dernier point qui est en fait le plus intéressant, c'est que ces pays, les 18 pays comparés aux autres, avaient beaucoup plus de politique climatique et de politique énergétique en place. Dans toutes les catégories qu'on a regardées, renouvelables, efficacité énergétique et politique climatique et adaptation, ce sont les pays qui en avaient le plus. Et quand on corrèle la grandeur de la baisse en émissions avec le nombre de politiques, on les compte 1, 2, 3, 4, 5. En France, il y en a une centaine environ, peut-être plus maintenant. Les pays qui ont le plus de politiques en nombre, ce sont les pays qui ont une plus grande baisse en émissions. Et donc bien qu'on n'a pas pu nous-mêmes faire une analyse de cause à effet, on a fait un argument pour dire que en fait, oui, ça marche. Donc, allons-y. Donc voilà, donc vous pouvez aussi jouer avec les données. Là, vous pouvez voir dans cette petite appli qu'on a fait une dynamique où vous pouvez regarder votre pays si ça vous intéresse et le pays des autres et vous comparer avec les Russes, les Canadiens, qui vous voulez. Donc là-dessus, en fait, on a souvent l'impression, je vous montre ça, et puis je les montre souvent, ces slides, parce qu'on a souvent l'impression qu'on n'avance pas. On est bloqué, le réchauffement climatique continue, et il continue, c'est vrai. Et en fait, tant que les émissions, elles sont positives, on émet quand même 35 milliards de tonnes de CO2 juste avec l'énergie par année. Tant que les émissions, elles continuent, elles ne sont pas zéro. Quand je dis positif, je veux dire pas zéro. Le réchauffement climatique, il va continuer. Il va continuer. C'est juste quand l'émission elle arrive à zéro, pof, ça stabilise. Donc, on a l'impression qu'on n'avance pas parce qu'on voit le réchauffement. On voit l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, mais en fait, on avance parce que les émissions, elles commencent à baisser. Et il y a une dynamique qui s'installe. Donc là, je vais vous parler encore, dernier slide de contexte international avant de partir sur la France. La COP, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la COP 26 qui s'est déroulée à Glasgow à l'automne. Donc, 26, ça veut dire que c'est la 26e. Donc, pendant 26 ans, les décideurs politiques se sont réunis tous les ans, normalement en décembre ou en novembre. Cette année, c'était à Glasgow. Mais cette année, elle était super importante parce que l'accord de Paris qui a été signé en 2015, Jean, tu vas en parler, j'imagine, non? Qui a été signé en 2015 à Paris, ici, donc. Super accord, extraordinaire. Très, très, très malin dans son fonctionnement. En 2015, donc, dans l'accord de Paris, il avait un objectif au sein de l'accord de Paris, limiter le réchauffement bien en dessous de 2 degrés Celsius et poursuivre des efforts pour essayer de limiter à 1,5 degré en gros, hein, pour paraphraser. Et du coup, il y avait les contributions des pays qui, elles, menaient à 3 degrés Celsius. Donc, on avait vraiment un précipice entre l'ambition et ce que les pays étaient prêts à faire. Et les diplomates, qui sont très malins, ont dit, oui, d'accord, on a un fossé, mais on va mettre un mécanisme en place. Tous les 5 ans, on va demander aux pays de revenir et de renforcer leurs objectifs. Et c'était à Glasgow. Et donc, Glasgow est arrivé. Et il a bien démontré que les pays ont joué le jeu. Ils sont revenus, pratiquement tous les pays sont revenus. Ils ont refait des promesses, ils ont remis leur contribution à jour, en tout cas beaucoup. Et ça fait que l'accord de Paris, maintenant, il est installé, ils ont réglé les règles, on sait qui fait quoi. Et c'est fantastique. C'est le seul, c'est it's the only game in town, on dirait en anglais. Hein, c'est ce qu'on a, l'accord de Paris. Il faut travailler avec l'accord de Paris et puis il est bien installé et ça va marcher et ça commence à marcher. Et il y a eu des avancées notables.
donc la finalisation de l'accord de Paris. Certains nouveaux engagements, pas assez, je vais en parler dans une minute. 130 pays ont pris un engagement de neutralité carbone, d'atteindre la neutralité carbone, parce qu'il faut pour que le climat arrête de se réchauffer. Et il y a eu 33 initiatives, dont 18 rejointes par la France. Ce sont des initiatives un peu à côté qui fonctionnent en parallèle, mais qui aident à délivrer en fait les actions et à impliquer le plus grand nombre de personnes possible. Par contre, la somme des nouvelles ambitions, elle ne fait pas encore 1,5 degré, mais on est quand même parti de 3 degrés dans l'accord de Paris, à 2,7 degrés si on compte juste les politiques climatiques en place aujourd'hui sans rien de supplémentaire, à 2,4 si on compte les nouveaux engagements de réduction des CDN, et maintenant si on compte tous les promesses de neutralité carbone, on se trouve à 1,8 degré. Il y a quand même une différence énorme entre 1,5 degré et 1,8 degré au niveau des risques. Et 1,8 degré, encore faut-il l'atteindre parce que la plupart des promesses se font après 2030 et du coup, précipice, on fait comme d'habitude jusqu'à 2030 et ensuite on y va. Et c'est pas comme ça que ça marche dans la réalité. Et du coup, encore des diplomates malins. Il y en a au Royaume-Uni aussi. Dans le pacte de Glasgow, ils ont demandé aux pays signataires, en fait, de ne pas attendre encore 5 ans, parce que 5 ans, ça sera trop tard, mais de revenir dès 2022 avec des objectifs renforcés pour 2030. Et ça, il y a des implications pour la France. Donc, en France, on a des politiques climatiques qui sont très, très riches, qui ont été bottom-up et dont Jean a participé, en fait, dans la mise en place de plusieurs de ces différentes politiques et lois. Et donc, Jean, il va vous expliquer tout ça. Mais moi, je veux juste dire une chose, c'est que nous, on s'est fait mettre en place le Haut Conseil pour le climat juste là, donc fin 2018. Donc, fin 2018, j'ai eu un petit coup de téléphone, une rencontre avec plein de gens très, très importants, dont le président de la République, dont le premier ministre à l'époque. J'étais très, très impressionnée, qui m'ont demandé de présider le Haut Conseil pour le climat. Et j'ai dit oui tout de suite, sans hésiter. Et je ne le regrette pas une minute. Et donc, le Haut Conseil pour le climat, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un organisme qui est neutre et indépendant, mais c'est un organisme institutionnel. Donc, nous sommes dans la loi énergie-climat nous a mis en place et on a un mandat, moi j'ai un mandat de 5 ans renouvelable une fois, comme les membres dont je vais vous parler dans une minute. Et en fait, notre mandat, c'est d'évaluer la cohérence de la stratégie nationale bas carbone avec les objectifs fixés dans le cadre international et l'accord de Paris en particulier, d'émettre des avis indépendants et objectifs sur l'action climatique du gouvernement et de recommander des actions et d'éclairer les débats de manière neutre, par exemple ce que je fais ici ce soir. Et donc, ce qui fait l'aspect unique du Haut Conseil pour le climat, on est là du coup. Donc, petit cours vite fait sur la gouvernance de la France. On a une Assemblée nationale ici avec un Sénat. Donc, ça, les deux ensemble, ça fait le Parlement. Donc, ceux que vous élisez là, ils se mettent là, ils sont dans cette boîte-là. Et du coup, le vainqueur, c'est le gouvernement. Et il est organisé entre ministères et il y a aussi un conseil de défense écologique qui doit se réunir, qui est interministériel. Donc, ça, c'est le premier ministre et tout, et les élus. Et ça, c'est les élus, mais pas forcément les élus de votre parti politique. Donc, tous les élus. Donc, nous, on remet un rapport annuel au gouvernement, donc au premier ministre, en gros. Et en fait, le premier ministre transmet notre rapport au Parlement. Donc, ça va au Sénat, ça va à l'Assemblée nationale. Et ce qui est intéressant, c'est que 6 mois après la remise de notre rapport, où on dit en gros, il faut aller plus vite, je vais vous en parler dans une minute, le gouvernement doit répond à notre rapport, pas à nous, parce que le gouvernement n'a pas de compte à nous rendre à nous, mais répondre au Parlement
qui ensuite peut s'emparer de nos conclusions, de notre rapport, peut nous auditionner, peut essayer de pousser le gouvernement à mettre en place des trucs qu'il a dit, soit dans son rapport, soit que nous, on a dit en termes de recommandations. Donc, on a cette genre de constitution qui fait en sorte qu'on revient chaque année au Conseil pour le climat avec des conclusions et le gouvernement revient chaque année avec une explication de pourquoi ils ont réussi ou pas réussi et qu'est-ce qu'ils vont mettre en place pour aller plus vite. Et le fait que ça revient chaque année, il y a des journalistes qui me disent des fois oui, mais vous publiez la même chose chaque année parce qu'on se répète, en fait, c'est normal. Mais en fait, ça évolue quand même pas mal, j'en parle là. Donc, aspect important, c'est que les experts du Haut Conseil pour le climat, ils sont là. Ils sont choisis pour leur expertise. Donc, ce n'est pas un groupe de représentants, mais c'est un groupe de personnes qui savent quelque chose ou qui ont travaillé beaucoup sur le climat dans toutes sortes d'aspects. Il y a des économistes, il y a des agronomes, il y a des climatologues comme moi, Valérie Malson-Delmotte, il y a des personnes, un géographe, une personne qui travaille en sciences sociales. Et on est appuyé par une toute petite équipe technique de 6 personnes qui prépare les rapports que l'on débat une fois par mois entre nous et on commente effectivement là sur les rapports écrits, bien sûr. Et c'est dirigé tout ça par Saïd Ramani, le secrétariat. Et donc oui, voilà, donc des experts et pluridisciplinaires. Du coup, ce qu'on fait, le Haut Conseil pour le climat, on n'est pas libre de faire tout ce qu'on veut. Donc, on a vraiment un mandat très, très clair. Souvent, je me fais poser des questions. Pourquoi vous ne faites pas ceci, cela, travailler plus sur la biodiversité, blabla. Même travailler sur l'énergie, ce n'est pas dans notre mandat. C'est vraiment, on a un mandat climat. Donc, on évalue le respect de la trajectoire, la mise en œuvre pour réduire les émissions, pour développer les puits de carbone, pour réduire l'empreinte carbone, on l'a dit en introduction, développer l'adaptation en un second temps, ça c'est dur, en vérifiant l'impact socio-économique et environnemental des actions. Donc, c'est un peu un esprit de transition juste qui est vraiment important pour déjà qu'on ne creuse pas les inégalités avec les actions climatiques. C'est beaucoup d'actions climatiques creusent les inégalités. Et pour que ça marche, pour que les gens soient impliqués et veulent cette transition, en veulent. Et tous les 5 ans, on doit porter un regard sur les objectifs que la France revise à tous les 5 ans. Donc voilà. Donc, où est-ce qu'on en est pour les émissions de gaz à effet de serre? Donc, les quelques slides là, qui arrivent sont tirés du rapport annuel 2021 du Haut Conseil pour le climat. Donc, on a en France des émissions territoriales, c'est-à-dire les émissions qui sont utilisées sur le pays. Donc, ça n'inclut pas l'empreinte carbone, je vais en parler dans une minute. Des émissions qui sont à peu près un peu plus que 400 mégatonnes de CO2 équivalent. Donc, ça, ce n'est pas très loin de la moyenne globale pour les émissions. En France, on a un mix énergétique donc électrique. L'électricité, elle est très bas carbone parce que grâce à l'apport du nucléaire dans l'électricité, donc l'électricité elle est produite en 75%, je pense, par le nucléaire. Peut-être 70%. Et le nucléaire, c'est une source d'énergie qui est bas carbone. Elle a des problèmes de déchets, mais ce ne sont pas des problèmes climatiques. Donc, quand on regarde les choix nucléaires, énergie renouvelable et tout, on a plein de questions à se poser. Ce ne sont pas des questions pour le Haut Conseil pour le climat. Les questions pour le Haut Conseil pour le climat, c'est simplement est-ce que c'est bas carbone ou pas bas carbone? Mais le résultat pratique, c'est que les émissions par personne en France, elles sont plus basses que la plupart des autres pays industrialisés. Deuxième résultat pratique, c'est que la France, elle fait face déjà à des émissions qui sont partout dans l'économie. Alors que beaucoup d'autres pays, prenez l'Allemagne par exemple, les émissions de l'Allemagne viennent en grande partie, je ne sais pas combien exactement, mais j'aurais envie de dire 30-40% de la production d'électricité qui se fait à base de charbon, de gaz. Et donc, c'est beaucoup plus facile, en fait. C'est pas facile. Rien n'est facile, mais c'est quand même plus facile de réduire les émissions
quand on a quelques centrales électriques avec qui on peut travailler et par exemple, passer du charbon aux énergies renouvelables ou à autre chose, à la biomasse éventuellement. Alors qu'en France, on n'a pas ça. L'électricité, elle est pratiquement décarbonée. Donc, on fait face aux émissions qui viennent du transport, de la voiture, de l'agriculture, de l'industrie, du chauffage des bâtiments. Il y en a partout des émissions de gaz à effet de serre, ce qui veut dire que tout le monde est impliqué et c'est dur, c'est difficile. Mais quand même, la trajectoire, là, elle est à la baisse. Donc, déjà, ça fait déjà ça, mais elle ne va pas très vite. Donc, on avait dans les 5 années là, du premier budget carbone 2015-2018, une baisse en émissions de 1% par année seulement. Donc, c'est bien, mais ce n'est pas très vite. C'est assez équivalent de beaucoup d'autres pays qui sont à peu près au stade, là, ces 18 économies dont je vous parlais. Hein, c'est à peu près là où on en est. Il y en a quelques-uns qui vont plus vite. Et là, il y a la crise du COVID en France, hein, ça va rebondir cette année. Et du coup, là, on a la trajectoire de la stratégie bas carbone du gouvernement et qui commence à baisser quand même assez vite là d'ici 2025. Elle est à 3,3% par année par là. Donc, COVID, moins 9% en 2020, mais ça va remonter. Et il faudrait, là, du coup, passer en 2019, on a eu une réduction en émissions qui s'est accentuée. C'est juste une année. En même temps, le gouvernement a mis beaucoup de choses en place, en particulier au niveau de la rénovation des bâtiments. Donc, on pense qu'il y a eu effectivement une accélération due aux mesures mises en place par le gouvernement, bien que c'est un peu tôt. Et si on n'avait pas eu la crise du COVID, on pourrait le dire maintenant, mais maintenant, tout est dominé par cette baisse artificielle. Mais toujours est-il qu'il faudrait là accélérer au moins à 3,3% d'ici très, très vite, d'ici 2 ans, et sans compter la revision de l'objectif européen dont je vais vous parler à la toute fin. Donc, je continue au niveau des émissions de la France pour maintenant exploser ça en secteur. Donc, en France, le secteur qui pollue le plus, c'est vraiment le secteur des transports et c'est vraiment la voiture individuelle qui est très, très dominante au niveau du transport en France. Donc, on voit bien cette courbe-là en vert, hein, qui, avant la crise du COVID-19, elle n'avait pratiquement pas diminué. 2019 est plus élevé que 1990 et c'est vraiment la demande. Hein. Il n'y a pratiquement pas de transport modal. On conduit de plus en plus des grosses voitures. Il n'y a pas de réduction de la demande. Donc, ça, tout ça jusqu'à 2019. Je n'ai pas ici tous les facteurs, on va les analyser cette année. J'espère qu'on aura le temps, mais tous les facteurs comme le travail à la maison, comme le transport actif qui sont tout nouveaux là, depuis COVID. Donc, où est-ce qu'on va rebondir là? Je pense en tout cas, les indicateurs indirects, par exemple les données TomTom et Google Analytics suggèrent qu'on va revenir exactement dans la même tendance. Ensuite, on a 3 secteurs qui sont à peu près au même niveau au jour d'aujourd'hui, à 18-19% des émissions. C'est le chauffage des bâtiments, l'industrie et l'agriculture. Et dans le chauffage des bâtiments, l'industrie et aussi la transformation d'énergie, on a vu quand même quelques changements qui sont de l'ordre des changements structurels, c'est-à-dire beaucoup d'accompagnement au niveau de la rénovation énergétique des bâtiments, beaucoup d'opportunités, des financements, du soutien pour l'industrie. Pas encore suffisamment de rénovation globale. On a besoin des rénovations globales. On a besoin en pratique de rénover l'ensemble du parc des bâtiments. Donc, il s'agit de 26 millions de logements par là. Donc, vraiment énormément dans la décennie ou 2 là, qui viennent pour atteindre la neutralité carbone. Au niveau de l'industrie et de la transformation d'énergie, oui. Oui, territorial. Oui, j'y viens à l'empreinte.
Donc, au niveau de l'industrie et de la transformation d'énergie, où les émissions diminuent plus, en fait, elles sont appuyées par le marché européen du CECUS, donc ETS en anglais. Donc, elles sont mises au sein d'un marché qui est contrôlé par l'Europe et où on met des prix sur le carbone qui sont de plus en plus élevés. Et ça commence à bien marcher, bien que le marché est en place depuis longtemps. On a vu vraiment des avancées dans les dernières années. Et finalement, dernier point, agriculture. Donc, les émissions de l'agriculture, elles sont particulièrement difficiles à faire baisser, mais on voit aussi, on a besoin d'avoir plus d'ambition dans ce secteur. Ça commence et on voit aussi des problèmes émerger au niveau des puits de carbone, où les puits de carbone de la France sont moins absorbants qu'on pensait au moment où la stratégie de la France s'est fait mettre en place, à cause possiblement des aléas climatiques, la sécheresse en particulier, et en partie de la gestion des forêts. Donc, on a vraiment beaucoup de travail à faire et c'est bien ça le problème en France, c'est que, oui, c'est qu'on a du travail à faire dans l'ensemble de l'économie. Tous les ministères doivent être impliqués. Le gouvernement doit piloter ça au plus haut niveau et il doit avoir des réunions interministérielles tout le temps. Et en fait, il n'y en a pas interministériel ou en tout cas pas, pas de manière suffisamment stratégique. Donc, ça, c'est à mettre en place. Ça commence et on va encore faire un point au niveau de notre rapport annuel du Haut Conseil pour le climat en juin, qui va sortir en juin cette année. Donc, il y avait un truc que je voulais dire, j'ai oublié. C'est pas grave. Peut-être juste un tout petit survol en régional. Donc, on a des données régionales, elles sont plus vieilles, mais on voit que il y a, sauf pour la Normandie où il y a eu une réindustrialisation spécifique, on a des baisses en émissions sur toute la France et franchement, il n'y a pas une région qui fait une baisse faramineuse dans tout ça. Il y a un peu plus de baisse, par exemple, au niveau du bâtiment en centre Val-de-Loire. Et les transports, c'est globalement partout la même chose. Et donc, le problème, il est vraiment non seulement entre secteurs, mais aussi au sein de toute la France. Ah oui, c'est ça que je voulais dire dans la slide précédente, c'est que la France, elle n'est pas toute seule dans cette position où il y a des émissions distribuées dans l'ensemble de l'économie. Déjà, il y a le Canada, vous avez entendu mon petit accent, le Canada, où l'électricité, elle est aussi décarbonée. Elle vient de l'énergie hydroélectrique. Donc, le Canada, il a exactement le même problème et il n'avance pas en zéro, c'est nul. Là, je peux le dire hein, parce que je ne suis pas au Conseil pour le climat canadien, mais il n'avance pas le Canada ou très, très peu, dans la même situation que la France. Et il y a plein de pays, là maintenant, qui ont décarboné leur système électrique, ou en tout cas à peu près, et qui se retrouvent à faire face aux problèmes de la France, c'est-à-dire les émissions distribuées. Donc, on parle pratiquement du Royaume-Uni, pas encore, mais ça arrive très, très vite. On parle de presque tous les pays scandinaves, hein, Danemark, Suède en particulier, et même les États-Unis qui vont, en fait, dans pas très longtemps, sortir du charbon. Donc, à suivre. Ouais, autre élément pour dire que les problèmes que la France, auxquels la France fait face, hors système de production électrique, donc on va le voir ici, où est-il, branche énergie. Donc ça, c'est la moyenne européenne. Les émissions viennent de l'énergie, vous voyez bien, c'est pratiquement un tiers. Transport, pas tout à fait un tiers. Industrie, ensuite bâtiment, agriculture. Et en France, cette branche énergie, elle est toute petite et le transport, il est tout gros. Mais par contre, quand on regarde les tendances dans les secteurs autres que l'énergie, eh bien, tous les pays font la même chose. Tous les pays ont un problème au niveau des transports de la voiture. Tous les pays n'avancent pas au niveau de l'agriculture. Et la rénovation énergétique du bâtiment, c'est un cauchemar partout parce que ça coûte cher et personne n'en veut. OK, empreinte carbone. Donc là, bon, pas trop faire attention exactement aux chiffres parce que, en fait, le SDES, là, ils ont fait une mise à jour à l'automne et nous, on n'est pas encore tout à fait à jour, mais je vais vous dire ce qui est robuste.
Là, on parle d'empreinte carbone. Donc, les émissions que je viens de vous montrer, ce sont les territoriales, c'est les bleus. Alors là, c'est tonnes de CO2 par personne, 6,5. Et du coup, les émissions là, c'est empreinte carbone et leur révision, elle est à 9,0. Donc, elle se trouve à être juste là, donc un peu plus en bas. Et donc, on voit un truc qui émerge, c'est-à-dire que les émissions de l'empreinte carbone, ben, elles diminuent aussi. Elles diminuent pratiquement en parallèle aux émissions territoriales. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors qu'entre 1995 et 2005, elles ont augmenté à cause de l'augmentation des émissions associées aux importations. Donc, les produits qu'on produit ailleurs, en Asie, en Chine et ailleurs, et qu'on consomme en France, il y a eu une grosse hausse de ce truc qui a fait augmenter l'empreinte de la France. Mais depuis environ 2010 en France, on voit bien la baisse en émissions de l'empreinte carbone. Il faut la contrôler, c'est le baisse. On peut la contrôler, on peut mettre des mesures en place, mais je n'irai pas dans les détails. On a publié au Conseil pour le climat un rapport directement là-dessus, si vous voulez bien le consulter, sur l'empreinte carbone. Donc, 2 mots sur l'adaptation au changement climatique. Donc, on a juste commencé cette année à parler d'adaptation. Je vais passer vite là-dessus, mais on a des impacts climatiques en France croissants, comme partout ailleurs à travers le monde. On n'y échappe pas. Les températures d'hiver qui se réchauffent, les températures d'été qui se réchauffent particulièrement. On voit les moyennes dans le sud de la France et ça affecte toutes les populations. 2 tiers des Français sont déjà exposés ou fortement exposés au réchauffement climatique. Et l'adaptation, elle limite les impacts d'un climat qui change, mais les deux, adaptation et atténuation, sont indispensables aux réponses climatiques. On ne peut pas tout faire avec seule l'adaptation. Les impacts sont trop sérieux. Peut-être que, en particulier peut-être, parce qu'on a mis l'accent là-dessus l'année dernière et c'est aussi l'accent sur lequel le GIEC met, la sécheresse des sols menace beaucoup l'agriculture, la biodiversité et autres, et donc ça implique une adaptation qui est vraiment transformationnelle des activités pour mieux gérer les ressources en eau. Donc, ah oui, encore un truc sur l'adaptation. C'est que l'adaptation, elle repose sur une gamme de réponses. Certaines sont des ajustements marginaux. Par exemple, on va planter plus tard ou on va planter des trucs un peu différents. Et d'autres, c'est des changements structurels. On va complètement changer l'utilisation des sols, d'un sol agricole à une forêt, par exemple, pour vraiment s'adapter. Et il faut vraiment identifier les impacts à l'échelle locale. Les impacts sont locaux de nature et élaborer une stratégie. Comme là, on a une stratégie pour l'atténuation, objectif neutralité carbone, budget carbone et tout. Il faut faire pareil pour l'adaptation. Il y a un rapport du GIEC en passant, vous savez peut-être, qui va sortir dans 10 jours, pratiquement le 28 février. Gros rapport sur les impacts et l'adaptation. Donc, mon avant-dernier slide, c'est, je ne vais pas vous dire tout ça, mais juste dans les grands mots, où est-ce qu'on en est, nous, pour les recommandations au gouvernement? Eh bien, en sortie de Glasgow, en sortie de la COP26, le gouvernement doit maintenant rehausser les objectifs 2030 pour la France parce que l'Union européenne, elle, rehaussé son objectif de moins 40% à moins 55%. Et la France, elle doit suivre et elle doit le dire, ce qu'elle va faire pour bien orienter les investisseurs, tous les acteurs, pour que tout le monde sache quoi faire en fait. Il faut renforcer la gouvernance, les moyens, la transition vers la neutralité carbone, c'est un gros truc. Il faut que tout le gouvernement soit impliqué. Il faut savoir comment est-ce qu'on va payer ces investissements, qui va bénéficier, qui aura les responsabilités, assurer le suivi des engagements internationaux et reprendre l'initiative aussi au niveau international. La France, elle a fait un superbe travail lors de la COP 15 et on a besoin de cette voix vraiment très, très forte au niveau international. Excusez-moi, j'avais aussi un autre truc à dire, qu'il y a des hauts conseils pour le climat qui se mettent en place à travers le monde et on a fait un réseau des hauts conseils pour le climat, donc 21 hauts conseils pour le climat. Je suis là, lancé à Glasgow, c'est moi. Et en fait, c'est un instrument qui se développe pour vraiment essayer de pousser et d'aider les gouvernements à aller plus vite. Et maintenant, c'est ma conclusion.
Je suis partie avec ce graphique, je vous l'ai montré. Maintenant, je veux dire que là, est-ce qu'on a un pic CO2 ou pas? Je ne pense pas encore, mais je pense qu'on ne doit pas être très loin. Mais la trajectoire, en fait, elle dépend des politiques climatiques et en gros du travail que vous allez faire, que Jean et moi allons faire et qui va se faire partout à travers le monde. Donc, c'est entre nos mains. C'est mon message principal. Voilà, merci. Merci beaucoup. On va pouvoir passer un petit temps de questions. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Oui, oui. Ok, super. Donc, s'il y a des questions. Oui. Un, deux, un, deux. Désolé. Du coup, je voulais revenir sur un point que vous avez évoqué au début, sur du coup, c'est ce groupe de pays où il y a beaucoup de politiques sur le climat qui fonctionnent. Vous avez du coup lié en fait avec votre équipe le nombre de politiques et à quel point ça fonctionne en fait, et la baisse d'émissions, etc. Mais est-ce qu'on peut aussi repérer certaines politiques qui fonctionneraient plus que d'autres? Dans ce cas-là, une analyse plutôt sur le contenu de ces politiques plutôt que sur le nombre. Est-ce qu'il y en a un certain type de politique qui fonctionne mieux que les autres? Oui, mais absolument. Pas encore. Pas encore, mais on est en train de travailler sur la suite de cet article où on regarde dans beaucoup plus de détails effectivement quelles sortes de politiques sont en place et qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Je n'ai pas encore la réponse. Mais effectivement, je m'attends à ce qu'il y ait des politiques qui soient beaucoup plus efficaces. Par contre, peut-être je peux répondre déjà sur un élément. Il y a des politiques on ne peut pas démontrer tout de suite qu'elles sont efficaces. Par exemple, au Royaume-Uni, le Climate Change Act, qui est on appelle ça un cadre politique qui dit nous, le Royaume-Uni, on va répondre au réchauffement climatique. C'est un peu la loi énergie-climat, mais pas tout à fait. Et ça, c'est un genre de politique très, très unique. Mais oui, bonne question. Je n'ai pas la réponse. Pas encore. Je reviendrai. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question par rapport au fait que le Conseil d'État a enjoint le gouvernement à mettre en place des mesures plus contraignantes pour la baisse des réductions de gaz, enfin, pour la réduction des gaz à effet de serre en France avant fin mars 2022. Et est-ce que vous pouvez nous en parler et un peu nous expliquer Malheureusement, non. Je ne peux pas commenter sur une affaire juridique qui est en cours. Donc, je ne vais pas commenter sur cette affaire. Le Haut Conseil pour le climat, c'est un organisme très, très spécial. Donc, je suis ici en tant que présidente du Haut Conseil pour le climat. C'est un peu institutionnel. Donc, on est indépendant et comme c'est une affaire judiciaire en cours, voilà. Je me répète. Hein, mais... Bonjour. Merci pour votre présentation. Je me demandais, est-ce que vous, dans ce Haut Conseil, vous travaillez aussi sur le fait d'anticiper justement ces 1,5, 2,5 degrés sur, par exemple, l'agriculture, je ne sais pas, parce que vous avez mentionné cette courbe avec, vous essayez d'anticiper aussi cette courbe, vous êtes très curieux, mais en fait, on sait déjà ce qui s'est passé, et ça, vous n'avez pas parlé de l'inertie, en fait, de tout ça, quoi. C'est-à-dire que même si on arrêtait aujourd'hui, ça ne s'arrêterait pas demain au niveau des degrés. Donc, en sachant ce qui s'est passé, est-ce qu'on peut travailler sur, voilà, est-ce qu'on va pouvoir planter des patates, je ne sais pas, dans 10 ans, 20 ans, et enfin, des questions un peu plus concrètes sur ce qui va se passer, parce qu'on en est sûr, a priori. Donc, il y a beaucoup de scénarios qui existent par rapport à ce qui va se passer au niveau des émissions. Et ensuite, on peut partir des émissions au niveau du réchauffement climatique lui-même et ensuite aller vers les impacts. Donc, il y a des scénarios qui ont été faits par Météo France, par exemple, et nous, on se base là-dessus. Donc, dans notre chapitre adaptation l'année dernière, on a demandé à Météo France de nous produire un certain nombre d'analyses par rapport à ça. Maintenant,
Au niveau de l'inertie, il y a beaucoup d'inertie, mais l'inertie elle est plutôt dans le système socio-économique. Si on arrivait aujourd'hui à mettre les gaz à effet de serre de longue vie, donc le CO2, le N2O, complètement à zéro du jour au lendemain, alors le climat se stabiliserait à peu près. Bon, il y a des incertitudes, il y a un peu de haut et de bas, mais le niveau du réchauffement, il est proportionnel à la quantité de CO2 et de gaz à effet de serre de longue vie que l'on met dans l'atmosphère totale, donc passé, présente et futur. Si on y arrive demain, zéro, pof, ça stabilise. Donc l'inertie, elle est vraiment une inertie, c'est vraiment une inertie de notre système d'infrastructure, en fait, de notre infrastructure physique, sociale, économique et tout. Voilà. Déjà, merci pour la conférence. J'aurais peut-être une question un peu plus personnelle. Donc, vous êtes présidente du Conseil pour le climat, donc j'imagine que vous avez toujours ces questions en tête. Du coup, d'un aspect plutôt personnel, est-ce que vous êtes plutôt optimiste pour la suite ou pas? C'est une drôle de question, on me la pose beaucoup. Je suis optimiste de nature. Moi, je vois plein de choses qui bougent. Et puis, plus ça bouge, plus j'ai jamais envie de m'arrêter. Je regarde et chaque fois, si ça bouge pas, je m'énerve. J'ai envie d'en faire plus. Si ça bouge, je suis optimiste, je suis motivée, j'ai envie d'en faire plus. Donc, je pense qu'il y a peut-être un caractère climatologue quelque part. Je pense que si on n'a pas cet esprit, moi je rebondis très très vite, si on n'a pas cet esprit de dire il faut bien que quelqu'un se mette y aille et moi j'y vais et c'est comme ça que je fonctionne. Je pense que il y a des choses à faire, il y a besoin de beaucoup de paires de bras, il y a besoin de beaucoup de cerveau et puis après si on est là et puis on fait que critiquer, c'est pas très satisfaisant à la fin. Donc, de s'impliquer et puis il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui ne marchent pas et puis ça ne va pas assez vite, ça ira jamais assez vite, mais au moins j'ai l'impression de faire quelque chose. Donc, est-ce que je suis optimiste qu'on va limiter le réchauffement à 1,5 degré? Ben, pas trop, mais est-ce que je suis optimiste qu'on va on va limiter le réchauffement à moins que ce qu'on pensait il y a 5 ans? Oui, et est-ce qu'on avance très très vite? En gros. Donc, peut-être des doctorantes pourraient aussi poser des questions. Mesdames. C'était par rapport à ce que vous avez dit sur le fait qu'il y a les pays qui ont une fabrication énergétique qui est carbonée. C'est plus facile pour eux de la baisser, mais ils vont se retrouver face au même problème finalement que nous. Et je me posais la question, déjà la France, par rapport aux autres pays, si on fait abstraction de la consommation énergétique, où est-ce qu'on en est pour l'émission par tête? Et aussi, est-ce que, parce qu'au-delà du fait que nos émissions diminuent, l'émission globale diminue parce qu'on arrive à faire une transition énergétique, est-ce que la faisabilité des autres transitions, de la diminution des émissions dans les autres secteurs que celui de l'énergie, parce que celui de l'énergie, vous l'avez dit, c'est le plus facile. Oui, tout à fait. Donc, en France, au niveau des émissions par personne, on est en dessous, donc mieux que la moyenne européenne. Par contre, quand on prend compte de l'empreinte carbone, on est quand même plus près, beaucoup plus près. Donc, la tendance à la baisse, elle est plus faible que la moyenne européenne, ce qui s'explique par le fait qu'il y a le mix électrique décarboné, mais quand même, on a moins bien fait quelque part en absolu si on ne tient pas compte des défis spécifiques à la France. Maintenant, dans les autres secteurs, absolument, on peut faire des changements très, 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 très rapides. Au niveau du transport, mais il y a des options, mais c'est incroyable. Déjà, dans les villes, la marche et le vélo, moi, j'ai du mal à comprendre avec tous les problèmes qui viennent avec la pollution atmosphérique qu'on n'y soit pas encore. On a des solutions technologiques au niveau de l'électrification des voitures. Donc, ça, c'est incontournable. On peut y aller, les prix chutent. Il faut vraiment accompagner la production d'automobiles pour aller vers là.
Donc, au niveau du transport, on a pratiquement toutes les solutions. Les poids lourds, c'est plus compliqué, mais il y a des solutions qui se développent au niveau de l'hydrogène. Au niveau du chauffage des bâtiments, on a toutes les solutions. Le Canada, il chauffe déjà complètement à l'électrique et il fait beaucoup plus froid. Et pareil avec la Suède. Donc, il s'agit des pompes à chaleur et des réseaux locaux. Ensuite, on a l'industrie, pareil. Il y a des secteurs industriels pour lesquels c'est plus difficile, mais par exemple, l'industrie chimique qui est très, très active en France, c'est juste les moteurs, en fait. On peut électrifier beaucoup de l'industrie. Pas tous, il y a des industries qui ont besoin de chaleur très, très chaude et c'est là où on a un problème plus spécifique. Et le dernier secteur où on a vraiment peut-être deux secteurs, c'est l'agriculture. Donc, l'agriculture, c'est difficile d'amener l'agriculture complètement à zéro. Les autres secteurs, jusqu'à présent, on peut tous les amener complètement à zéro. Donc, l'agriculture, c'est plus difficile parce qu'on a besoin de produire de la nourriture. On aurait une empreinte beaucoup plus faible si on mangeait moins de protéines déjà, même sans changer le contenu de notre assiette, et bien sûr en mangeant moins de viande rouge et de produits laitiers. Donc ça permet de libérer la terre et d'utiliser l'espace pour faire autre chose, entre autres des puits de carbone, planter des arbres. Mais quand même, l'agriculture pose des limites. On ne peut pas amener les émissions complètement à zéro. Et l'autre secteur qui pose des limites, c'est l'aviation. Bon, vous me direz, on n'est pas obligé de prendre l'avion, c'est vrai, mais moi, ma fille, elle habite en Amérique et il y a beaucoup de gens dans mon cas. Et en fait, c'est vraiment dur de partir d'une industrie actuelle. Par contre, on peut réduire la demande d'aviation sans l'amener complètement à zéro. Et ça nous amène aux puits de carbone. Sans les puits de carbone en zone gérée, on n'a pas de neutralité carbone. Donc, on doit avoir ces puits gérés, on doit planter des arbres, on doit augmenter le stockage de carbone dans nos sols pour atteindre la neutralité carbone absolument. Et tout ça, c'est possible. Et tout ça, il y a des millions et des millions, non, j'exagère. Il y a des centaines de scénarios socio-économiques qui y arrivent. Ensuite, il y a plein de choix à faire, mais bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans ça. Allez, une doctorante. Merci. Merci, madame. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre intervention. J'avais juste une question, peut-être un peu plus, entre guillemets, philosophique. Est-ce que c'est vraiment réaliste de respecter nos engagements et de réduire le réchauffement climatique et en même temps d'avoir une croissance économique? Oh non, pas la question de la croissance économique à la toute fin. Oui, il y a plein de scénarios. Bon, attends, je t'en perds. Il y a plein de scénarios socio-économiques qui ont une croissance économique et qui arrivent à la neutralité carbone. Maintenant, réduire la demande et la sobriété, c'est un aspect vraiment très important d'arriver à la neutralité carbone. Donc, avoir une croissance de la demande énergétique sans fin, ça, on n'y arrive pas. Donc, il faut vraiment contrôler la demande énergétique sans fin. Maintenant, ce qui est important, en fait, ce n'est pas tant la croissance économique en termes de GDP, PIB, en termes de PIB, mais ce qui est important, c'est que les décisions qu'on prend, elles entrent dans les limites du climat. Donc, quand on a une décision que l'on prend qui va augmenter notre PIB, par exemple, construire un aéroport, il faut que l'on s'assure, toutes les décisions doivent être amenées, prises avec une lentille, non, ça ne se dit pas, dans le prisme du climat. Donc, on ne peut pas se permettre au jour d'aujourd'hui de prendre des grandes décisions pour l'économie qui ignorent l'impact climatique. Et à partir du moment qu'on fait ça, donc du coup, on peut très bien avoir une économie très, très saine et répondre au réchauffement climatique. Alors, ouais. Oui. Oui, peut-être une dernière petite question et puis après, je vais devoir passer la parole à Jean. Bon, juste avant la dernière question, la question de la croissance, on l'abordera dans la conférence de la semaine prochaine. Ah ben, voilà. merci. Donc, sinon, donc, il y a une question Internet. Selon vous, les avis du HCC sont-ils entendus, mis en œuvre par certains candidats cette campagne présidentielle? Je ne vais pas non plus répondre sur la campagne présidentielle, mais je vais répondre plus largement. Sommes-nous entendus, le Haut Conseil pour le climat? Je pense que, en tout cas, on a servi à
à guider, non, contrôler le discours autour du changement climatique en France. Donc, le narratif climatique en France, je pense qu'on a vraiment bien réussi à le concentrer sur les aspects importants. Avant que le Haut Conseil pour le climat soit en place, il y avait beaucoup de discours pas très utiles sur, par exemple, l'objectif de neutralité carbone, sur, par exemple, l'importance de l'empreinte carbone. Et je pense, le Haut Conseil pour le climat, on a réussi à canaliser les esprits sur le fait que là où est-ce qu'il faut vraiment réfléchir et mettre le paquet, en quelques mots, c'est vraiment de mettre l'implémentation des politiques publiques en place pour que les émissions, elles baissent, elles s'accélèrent et elles soient mises dans une perspective à long terme. Et là, je trouve qu'on a vraiment bien réussi. Le gouvernement, on a eu beaucoup d'entretiens avec plusieurs ministres, y compris le premier ministre, et ils ont bougé par rapport à ce qu'on a fait comme recommandation. Donc, je pense que oui, on a eu un impact. Et là, bien sûr, il y a des élections qui sont en route et on va travailler avec le prochain gouvernement, peu importe qui est élu. Et donc, je vais quand même prendre la question à droite et puis ensuite, vraiment, C'est une question très rapide. Les rapports qui sont faits par le Haut Conseil pour le climat et qui sont destinés au gouvernement, est-ce qu'en tant que citoyen, on peut y avoir accès? Absolument. Ils sont tous sur le site du Haut Conseil pour le climat. Et en plus, on a une version grand public qui est vraiment pour tout le monde de nos rapports annuels qui est très facile à lire. Donc, je vous la recommande pour commencer comme introduction. Voilà, je vous remercie beaucoup et bon courage pour vos études. Comment j'ai besoin d'aide. Je te laisse faire. Vas-y. Ouais. Non, avant qu'elle ne parte, vas-y, dis-moi. Avant qu'elle ne parte, je souhaite te remercier, Corinne, pour ton action. Disons, au HCC, c'est vraiment ce qu'il nous fallait au niveau français. Et moi, je vais essayer de raconter comment on en est arrivé là. Donc, voilà. Un petit peu, mais merci beaucoup Corinne. Moi, je suis extrêmement heureux de ce Haut Conseil. Voilà. Donc, attends, j'ai une présentation, mais je ne sais pas comment la mettre là. Comment je fais? Ah oui, je continue. Je continue, c'est ça? Ça va aller, bah oui, voilà. Donc, je vais rester sur le même thème, hein, la politique climatique de la France. Simplement, je vais faire un petit retour en arrière. Alors, bon, on aurait pu faire le contraire, mais c'est pas mal finalement de voir où nous en sommes actuellement et de voir comment nous en sommes arrivés là. Voilà, alors, c'est vrai que je partage avec Corinne, et c'est un peu aussi, je crois, ce que je vais essayer de vous raconter. Disons, nous avons en commun d'être passés du laboratoire vers les décideurs politiques. Donc, et en fait, du même laboratoire, c'est assez intéressant puisque Corinne a été longtemps au LSCE, à Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, hein, dont je suis. Donc, en fait, j'ai choisi de vous parler un peu de cette histoire de la montée en puissance du problème climatique en France. Bon, je le fais effectivement, disons, comme Corinne le vit de l'intérieur au sein du HCC depuis 3 ans. Je l'ai vécu effectivement depuis maintenant plus d'une trentaine d'années, un peu de l'intérieur. Voilà. Et bon, c'est vrai que je ne peux quand même pas vous parler de mon domaine d'expertise, puisque Amel Landais vous en a très bien parlé il y a je ne sais pas, je l'ai écouté. Hein. Voilà, donc sur les données. Donc mon domaine d'expertise, c'est la reconstruction des climats du passé à partir des glaces polaires. Et c'est vrai quand même, disons, une des raisons pour laquelle les politiques viennent vers nous, enfin, je vois bien comment ça se passe, et c'est vrai aussi pour Corinne, qui est une très grande scientifique. Effectivement, les politiques s'adressent aux gens qui ont acquis dans leur domaine une certaine visibilité, et bon, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Donc voilà, disons
d'abord, il y a eu beaucoup de visibilité médiatique à partir de la découverte. Enfin, moi, j'ai été associé à la découverte du lien entre climat et effet de serre dans le passé, à travers les glaces de Vostok en 87. Ensuite, à la découverte des variations climatiques rapides en 90. Et il y a eu à chaque fois beaucoup vraiment disons, de visibilité médiatique, mais très peu d'intérêt. En fait, quand on regarde, bon, alors si on reprend l'histoire, évidemment, c'est intéressant, le GIEC se met en place. Bon, d'abord, l'alerte est donnée, mais l'alerte du réchauffement climatique est donnée par les modélisateurs. C'est ça qui est important. Disons que, et c'est quand même extrêmement intéressant de voir que bien, le pionnier, disons, de cette modélisation, Suki Manabe, a été lauréat du prix Nobel de physique l'an dernier. Vous regardez, dans les années 60, puis les années 70, disons, Manabe, un des premiers, nous dit bien voilà, si vous continuez à émettre si l'effet de serre continue à augmenter, nous irons vers des réchauffements importants. Donc c'est chiffré, c'est dans disons, le rapport, disons, à la fin des années 70, 79, donc où il est clairement dit que si on double les quantités de gaz carbonique, et ça c'était envisagé à l'horizon 2050 à l'époque, malheureusement on peut toujours y aller, eh bien nous irions vers un réchauffement compris entre 1,5 et 4,5 degrés. Donc ça, on est en 79, disons que l'année 80, c'est l'année vraiment de beaucoup de réunions et la création d'un côté du GIEC en 88, donc ces rapports successifs, nous sommes au 6e, voilà, donc, et puis dans la foulée, finalement, suite au premier rapport du GIEC, eh bien, suite au premier rapport du GIEC, eh bien, la mise sur pied de la Convention climat. La Convention climat se met sur pied en 92 au sommet de la Terre de Rio, première réunion en 95, dès la 3e, c'est le protocole de Kyoto. Nous en sommes, comme a dit, nous serons cette année à la 27e. Alors moi, je ne sais pas si j'ai eu la chance, mais il se fait que je me suis intéressé aux deux côtés du climat, donc du point de vue, enfin bon, voilà, donc mon domaine d'expertise, c'est plus les données du passé, mais je me suis beaucoup intéressé, je m'intéresse toujours beaucoup aux données du futur, d'abord bon, à travers les directions de l'Institut Version-Laplace, disons que on voit bien que pour se projeter dans le futur, eh bien, il faut utiliser des modèles. Alors les données sont très importantes et on apprend beaucoup de choses des données du passé, c'est pas ça que je veux dire, mais vraiment les modèles sont indispensables et en France, il y a deux modèles, celui de l'Institut Percival-Laplace et celui de Météo France. Donc, je me suis évidemment beaucoup intéressé. Je me suis intéressé également à travers le GIEC et j'ai aussi été depuis, alors je suis à ma 20e COP, donc j'en ai fait 20 comme, disons, comme membre de la délégation française. Donc, j'ai eu la chance de voir à la fois, je dirais, les aspects vraiment scientifiques, avec donc je dirais un intérêt de plus en plus important pour cette évolution future de notre climat, une participation au GIEC entre 1994 et 2015, et maintenant c'est Valérie Masson-Delmotte, toujours de notre laboratoire, disons, de la même équipe, qui se mettent, disons, qui est au travail, puisqu'ils sont en train d'examiner donc ce deuxième volet du 6e rapport sur les conséquences du réchauffement climatique qui va être adopté à la fin de la semaine prochaine. Alors, mais en fait, dans les années 90, ça se passe, bon, donc ça se passe au niveau international, mais ça ne bouge pas beaucoup en France. Il n'y a pas une vraie prise de conscience en France. Je dirais que Mitterrand s'en foutait. Quand on parle du GIEC, on va parler de Reagan et de Thatcher, mais on n'était pas là. La mise sur pied du GIEC en 88. Voilà. Et il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Bon, voilà, au cours des années 90, et effectivement, moi. Mon premier vraiment contact, j'ai eu beaucoup de contacts, disons, médiatiques, plus sur l'aspect recherche dans les années 90, mais mon premier contact, disons, plus politique, c'est avec Dominique Voynet. Alors voilà, donc en gros, on est en 2001. Alors la COP 2000 s'est mal passée, et puis donc il y a une COP intermédiaire, ce qui est rare, la COP de La Haye en 2001. Dominique Voynet revient de cette COP de La Haye, donc la France devait être présidente de l'Europe, et donc c'est Dominique Voynet qui menait les négociations, et de notre autorité publique, et c'est un peu emmené les pinceaux,
dans tout ce qui concerne le cycle du carbone, ce dont vient de nous parler justement Corinne. Voilà. Donc, donc moi, je suis à son retour, je fais une émission télé avec elle, hein, juste quand elle revient. Et c'est vrai que de notoriété, enfin, disons, il y a ce qui était de notoriété, c'était que, disons, les seuls experts qu'elle avait emmenés, c'était des experts des ONG. Alors j'ai beaucoup de respect pour les experts des ONG, parce que bon, très souvent dans les ONG, et je suis sûr que parmi vous il y en a, ce sont des gens qui sont extrêmement compétents. C'est pas du tout ça que je remets en cause, au contraire, hein, mais c'est le fait, moi je lui ai dit, mais il y a une communauté scientifique et on peut aussi peut-être vous aider. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, puisque à partir de 2001, j'ai été systématiquement invité, et j'y suis toujours, à faire partie de la délégation française. Voilà. Donc c'est un peu ça l'histoire. Donc pour moi, c'est le point de départ de l'intérêt enfin, disons en tout cas, il n'y a pas eu beaucoup d'intérêt de notre pays pour les problèmes de réchauffement climatique dans les années 90. Là, on arrive, et bien sûr, on ne peut pas ne pas évoquer la maison brûle, hein, c'est 2002, alors ça c'est pas une COP, hein, c'est un peu différent, hein, donc voilà, c'est plutôt les 10 ans, l'anniversaire des 10 ans de la Convention climat, hein, donc c'est Johannesburg et Chirac, la maison brûle. Voilà, donc après, voilà, donc j'ai eu la chance, alors je sais pas, mais en tout cas, je sais pas, en tout cas, il se fait que j'ai vécu disons depuis 2001, donc depuis 2002, enfin, disons, j'ai vécu toute cette montée en puissance du problème climatique en France. Voilà, donc, alors d'abord quand même, il ne faut pas dire c'est pas qu'il y avait rien. Disons, il y a la mission interministérielle sur la FRCR avec un grand monsieur qui s'appelait Yves Martin à l'époque, enfin qui est décédé, hein, donc qui a mis sur pied. Donc il y avait quand même un effort dans les années 90, mais pas de vraie politique, hein. Voilà, d'ailleurs, si vous regardez le transparent, les vraies politiques climatiques ont commencé en 2004 en France. Alors, donc moi, ensuite, il y a, disons, donc il y a la Mies qui se met en place, et puis donc qui était déjà en place, voilà, mais sans beaucoup, enfin, disons quand même avec une mission à la fois sur l'adaptation et sur l'atténuation, mais pas vraiment de plan coordonné en France. Alors, le premier point, c'est disons que donc on va disons, pour moi le premier point important, c'est la politique énergétique. On est en 2005, donc là, j'ai participé donc il y avait un comité pour préparer cette politique énergétique, et c'est l'annonce du facteur 4 par la France. Voilà, si je me souviens, en fait, l'annonce avait été faite, on avait organisé une réunion du GIEC à Paris, et c'est Jean-Pierre Raffarin qui avait fait l'annonce du facteur 4 à cette époque, hein, c'était déjà relativement ambitieux. C'était un peu donnant-donnant, hein. En gros, on va, disons, et puis c'était laissez-nous, enfin, oui, laissez-nous on va vous donner le facteur 4, mais laissez-nous développer le nucléaire. C'était un peu ça par rapport aux écolos de l'époque. Donc ça, c'est l'annonce. Alors, ça se traduit par cet objectif facteur 4 et par une loi sur l'énergie, hein, donc celle de 2005, dans lequel est inscrit ce facteur 4 et déjà une diminution de la consommation énergétique, hein. Ça, c'est important. Donc, et là, ça se met en route avec, disons, alors là, la mission parlementaire sur l'effet de serre qui, disons, regroupait à la fois des sénateurs et bien sûr des députés, donc des noms qui vous écoutez quelque peu. Je sais que pour beaucoup, ce n'est pas votre génération, mais donc Jean-Yves Le Déaut était président, la secrétaire était Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était toute jeune à l'époque, et il y a eu vraiment un bon travail de fait. Et cette mission parlementaire sur l'effet de serre a vraiment produit, je crois, un rapport qui a fait avancer. Et c'était les premiers plans climat en France, hein. Ça a commencé, premier plan climat 2004-2007. Hein. Donc, Jacques Chirac, début 2007, donc j'étais à chaque fois, bien sûr, dans ce comité de préparation. Là, c'était avec... je ne sais plus avec ça, c'était Juppé, je crois, à cette époque. Hein. Donc, Chirac voulait proposer une organisation mondiale de l'environnement, ce qui ne s'est jamais mis sur place, mais il y avait une proposition, une réunion fin 2007, donc juste avant en fait la fin du mandat de Jacques Chirac. Alors,
Et là, disons, ce qui se met en place, c'est à l'initiative de Nicolas Hulot, c'est le pacte le pacte climat de Nicolas Hulot. J'avais parlé du. Ah oui, tu veux que je le mette plus haut? Plus haut? Tu me le mets. Pour qu'il marche. Dis-moi que ça marche. Bah oui, vas-y, mets-le. Non, là, ah non, là, c'est pas bien. Je suis pas expert en micro. Attends, là, plus haut, alors. Okay. D'accord, bah, mets-le là. D'accord. Donc, voilà, Nicolas Hulot réussit. Oui, oui, enfin, ça va, c'est pas encore assez près. Après, c'est un problème de batterie. D'accord, prends ton temps. Tu veux que je prenne ça? En attendant, oui. Donc, je vais enlever ça. Donc, Nicolas Hulot réussit. C'est le pacte climat de Nicolas Hulot. En 2007, il y avait 10 candidats à la présidentielle et il réussit. Donc, c'était au Musée des Arts Premiers. Et Nicolas Hulot réussit à faire signer aux 10 candidats ce pacte climat. Je crois que c'était le pacte climat. Et quand Nicolas Sarkozy arrive, Nicolas Sarkozy dit si je suis élu, je ferai quelque chose, je ne vous dis pas quoi, mais je ferai quelque chose. En fait, il y avait déjà un accord avec les ONG environnementales, y compris, en particulier avec celle de Nicolas Hulot, la FNH, et de lancer une grande initiative qui serait le Grenelle de l'environnement. Et en fait, donc moi, je me retrouve à l'Élysée, Nicolas Sarkozy prend ses fonctions, passe un week-end sur un yacht, il arrive le lundi, la première, c'est connu ça, donc voilà, il arrive le lundi, la première réunion, c'est celle du Grenelle de l'environnement, donc avec Alain Juppé, dans ce cas-là, qui est en charge du Grenelle de l'environnement. Un mois après, il quitte disons, Alain Juppé quitte parce qu'il n'est pas élu sur Bordeaux, je crois que c'est ça, donc l'histoire. Voilà, en tout cas, et c'est Jean-Louis Borloo qui prend la place. Jean-Louis Borloo, au début, ne s'y intéresse pas, donc c'est Nathalie Kosciusko-Morizet qui est ministre de l'Environnement, je crois, non, secrétaire d'État. Donc lui devient ministre de l'Environnement, en charge, bien sûr, du Grenelle de l'environnement. Au début, Jean-Louis Borloo ne s'y intéresse pas. Et donc, Nathalie Kosciusko-Morizet, très heureuse, pense que c'est elle qui va prendre ça en charge. Et au bout de 2 mois, Jean-Louis Borloo comprend que c'était quand même un truc très intéressant. Et donc, il s'y plonge. Il va s'y plonger et vraiment, il s'y est plongé pendant 3 ans. Voilà. Donc là, c'est le Grenelle de l'environnement. Donc, je vais peut-être montrer maintenant quelques transparents. Voilà, donc j'aurais pu, voilà, donc la loi 2005, donc je peux répéter, donc cette mission en 2006, la loi est vraiment ambitieuse, donc aussi au niveau de l'intensité, voilà, donc je peux peut-être montrer là, ça ne sert à rien. Donc elle était intéressante, voilà, elle est intéressante aussi au début, il y avait déjà cette idée de diminuer la consommation énergétique, c'est ça qui est intéressant. Donc ça, ce sont les 3 points de la loi de 2005. Voilà. Donc, oui, j'en arrive, le pacte écologique qui ouvre vraiment, oui, ce n'est pas le pacte climat, pacte écologique qui ouvre la voie au Grenelle de l'environnement, ça je vous ai raconté. Et ce Grenelle de l'environnement, eh bien, il est organisé autour de 6 groupes de travail. Voilà, donc moi j'étais en charge avec Nicolas Stern, un économiste, du volet, en fait, on avait à la fois énergie, transport et bâtiment et urbanisme, donc c'était un des gros points, et les recommandations qu'on a faites, malheureusement, n'ont pas été suivies en termes, par exemple, de rythme de rénovation. On est loin de ce que, disons, on savait ce qu'il fallait faire, hein, c'est clair, mais disons, ça n'a pas été fait. Donc, je ne vais pas être trop long là-dessus, mais c'est vrai que le Grenelle de l'environnement, ça a été extrêmement intéressant. Il y a d'abord eu un format tout à fait nouveau, hein, de type de négociation. On parle des négociations du Grenelle, c'est-à-dire de mettre autour de la table à la fois des ONG, des représentants, disons, des élus, hein, aussi des élus locaux, des industriels, toute la société, y compris des représentants de la société civile. Donc c'était très intéressant, moi ça m'a passionné. Donc voilà, le Grenelle de l'environnement se met en place ah oui, il faut pas. Et donc voilà, donc la conclusion, hein, une Grenelle en action, une mobilisation sans précédent de tous les acteurs, ce qui était le cas,
Et bon, voilà, ça c'était là, on est en 2009 ou 2010, c'était plutôt le bilan. Et alors, quand on me demande à quoi ça sert le Grenelle, je vais donner 2 exemples. Hein. Donc, avant le Grenelle, disons que l'énergie était à Bercy. Alors maintenant, Bercy veut toujours reprendre l'énergie. Hein. Mais depuis le Grenelle, il y a, disons, ce qu'on appelle la DGEC, hein, la Direction Générale d'Énergie Climat. Hein. C'est vraiment un des résultats, du Grenelle de l'environnement. On avait le Conseil économique, le conseil économique et social, et c'était une des recommandations du Grenelle qui s'est concrétisée d'avoir un volet environnement dans le Conseil économique et social. Et c'est devenu le CESE. D'une certaine façon, j'en ai bénéficié puisque donc j'ai été comme personnalité qualifiée, sont nommés par Nicolas Sarkozy, puis renommés par François Hollande. Voilà. Donc, il y a eu vraiment des résultats concrets quand on regarde. Hein. Il ne faut surtout pas dire qu'il n'y a pas eu de résultats. Mais aussi, voilà, on arrive en 2010, on le célèbre, enfin, ça peut-être, vous étiez encore jeune, mais donc, Salon d'agriculture, Sarkozy se fâche un peu, l'environnement, ça commence à bien faire. Hein. Donc, c'est ce qu'il dit. Hein. Donc, voilà. Et je pense que c'est une erreur, enfin, je ne veux pas faire de politique ici, pas trop, mais enfin, c'est une erreur de Nicolas Sarkozy à l'époque. Je pense s'il était allé au bout du Grenelle, ce qu'on lui a beaucoup reproché, c'est de ne pas être capable de faire un bilan. Je pense que s'il était allé au bout du Grenelle, il aurait pu dire « j'ai fait le Grenelle ». Mais là, il a arrêté. Donc, et c'est là, bon, je ne veux pas être trop anecdotique, mais on était chez Borloo en train de dîner sur le bilan du Grenelle, et disons au ministère, Borloo était sûr d'être Premier ministre. Hein, quasi sûr, hein, on lui avait dit. Et en fait, bon, sous la pression aussi disons de sa majorité, Sarkozy reconduit Fillon. Hein, donc, l'environnement, on oublie. Hein, ça, c'est clair. Voilà. Et puis, malheureusement, donc, il y a aussi donc, c'était la commission Rocard, c'était la première, donc toujours dans la foulée du Grenelle, la proposition d'avoir une contribution climat-énergie. Alors après, ça s'appelait taxe carbone. Donc il y avait une commission présidée par Michel Rocard qui a été, bon, dont je pense qu'elle a été mieux construite, celle-ci, que la dernière, hein, qui a conduit aux Gilets jaunes. On peut en reparler, hein, puisque, disons, dans l'augmentation en 2018, disons que la taxe carbone telle qu'elle était envisagée en 2018, son augmentation aurait de façon relative affecté 3 fois plus les bas revenus que les hauts revenus. Pas du point de vue absolu, puisque évidemment ce sont les hauts revenus qui consomment le plus et donc qui émettent le plus et qui auraient été le plus surtaxés par cette augmentation de taxe carbone. Mais en termes relatifs, il faut bien comprendre qu'il y avait un facteur 3. Et c'est comme ça qui est à l'origine disons, de cet échec de cette version de la taxe carbone. Alors, par contre, pour la première de taxe carbone proposée par Michel Rocard, il y a de vraies compensations. C'était beaucoup plus équilibré vers les bas salaires. Voilà. Et elle avait été acceptée par les députés, mais celle de 2018 aussi d'ailleurs, et elle a été retoquée par le Conseil, disons par le Conseil constitutionnel. Donc, et la confirmation de François Fillon. Donc, c'est un peu disons un peu tout cela, le Grenelle de l'environnement s'arrête un peu à ce moment-là. Donc, voilà, donc ça c'était donc toujours par exemple un des résultats, donc c'est le rapport donc j'étais aussi en charge d'un des rapports donc sur le bilan du Grenelle en 2010, et un des points, c'est aussi une des conséquences du Grenelle, puisque c'est dans ce cadre-là, à l'époque c'était Chantal Joanneau qui était ministre, donc elle nous demande donc de faire, disons, un rapport sur le climat de la France, et donc j'ai été en charge dans les années 2010 de toute une série de rapports sur le climat de la France, disons, à horizon 2100, et ça a été prolongé récemment, donc ça c'était 2014, et l'an dernier, mes collègues de Météo France, j'étais plus impliqué, ont, disons, de nouveau publié ce rapport sur, Corinne l'a évoqué, disons, le HCC l'utilise, c'est-à-dire vraiment des projections climatiques pour la France. Hein. Donc, ça a été, disons, ça aussi, c'était dans le cadre du Grenelle que nous avions été invités à le faire. Voilà, peut-être aussi, bon, alors, il y avait une petite case, hein, donc, quand Corinne a montré, une petite case en bleu, alors toute petite, mais c'était le CESE. Hein. Donc, quand même, on travaille. Hein, disons, non, mais c'est vrai.
Bon, voilà. Donc, j'ai été au CESE pendant 10 ans. J'ai, disons, été co-rapporteur de 5 avis avec tous, disons, une connotation climat ou presque. Hein. Donc, j'en ai mis 3 là. Donc, disons, rapporteur de la loi de 2015 dont on va parler. Donc, j'en ai été co-rapporteur au titre du CESE. On a fait un avis sur l'adaptation, un avis sur aussi plus l'atténuation. Hein. Donc, voilà. Donc, tout cela. Et puis aussi, je n'ai pas montré là, mais un avis, disons, un peu plus récent. Alors, 2 avis plus récents qui sont intéressants par rapport à ce qu'on discute aujourd'hui. Donc, un avis sur la justice climatique, hein, le fait que la première conséquence pour moi du réchauffement climatique, c'est le risque d'accroissement des inégalités. On ne peut pas dissocier le problème climatique, le problème écologique au sens large, bien sûr, de ses aspects sociaux, de ses aspects économiques, on en a parlé, mais de ses aspects sociaux et culturels également. Et puis, un autre aussi, donc, sur plus les rapports sciences-société. Alors, où nous avions fait, on voit bien, on sent bien qu'en France, il n'y a pas vraiment de courroie de transmission très efficace entre la communauté scientifique et le monde politique. Alors, on peut être interrogé à titre individuel, comme je le suis souvent, enfin, je veux dire, au moins, disons, en tout cas, j'ai eu des contacts avec, pas mal de contacts avec les politiques, y compris tous les présidents de la République depuis Jacques Chirac, mais il n'y a pas de mécanisme vraiment mis en place, comme peut être le cas au Royaume-Uni ou bien aux États-Unis, où il y a un chief scientist. Et nous avions recommandé effectivement dans cet avis la mise en place d'un chief scientist. Alors voilà, dans le domaine du climat, c'est un peu disons, ce que fait le HCC. Évidemment, le chief scientist n'est pas tout seul, hein, c'est l'idée, donc voilà. Mais disons qu'il y a besoin de structures comme celle du HCC. Hein, c'est pour ça, et elle est très bien, je le redis, elle est très bien prise en main par Corinne et tous ceux qui y sont, hein, c'est vraiment très bien. Mais il y a vraiment besoin de structures quand même. L'indépendance du HCC est pour le moment tout à fait respectée. Et je sais que Corinne, si elle ne l'était pas, démissionnerait tout de suite. Donc voilà, donc c'est clair. Donc, mais ça, il le faut et il le faudrait peut-être plus, disons que ce n'est. Enfin, pour moi, je me suis aussi, j'étais président au Conseil de la science et de la technologie. Dans ces mécanismes, il n'y a pas vraiment en France encore pour le moment quelque chose de satisfaisant, disons, de courroie de transmission satisfaisante entre notre communauté, enfin, disons, notre communauté scientifique et puis les décideurs politiques, même si, disons, des liens existent, mais pas suffisamment. L'exemple du HCC est au cas un très bel exemple de ce qu'il faut faire. Alors, on arrive effectivement ensuite, donc, on arrive sous François Hollande. Donc, donc François Hollande, au départ, il ne souhaitait pas, hein, c'était assez intéressant. Disons qu'en fait, on revient de Stockholm, on est en 2013, donc l'approbation du premier rapport, du premier volet du 5e rapport du GIEC, et on est invité à l'Élysée. Hein, donc, en fait, on m'invite à faire une réunion à l'Élysée avec quelques scientifiques. J'ai eu le choix des scientifiques. Et voilà, donc voilà, François Hollande a vraiment dit ce que, enfin, c'était septembre 2013. Hein, et il a vraiment, voilà, je crois qu'il a passé du temps avec nous d'ailleurs. Et voilà, donc il a disons, je crois que ça a pris part à sa prise de conscience. Et finalement, disons, ses conseillers lui ont dit 2015, ce sera la grande conférence climat, et pourquoi on ne s'alignerait pas? Elle sera en Europe, mettons-nous candidats. Et alors, le problème, c'est que, disons, Fabius, qui était ministère des Affaires étrangères, n'y tenait pas du tout, mais finalement, il n'y croyait pas. Et, mais finalement, ça, voilà, donc c'est Hollande, enfin, la décision a été prise, la France a été choisie, effectivement, il n'y avait pas d'autres concurrents européens. Et Fabius donc, a mis en place un comité, alors, dont j'ai aussi fait partie, hein, donc c'était beaucoup de discussions, mais au départ, il ne croyait pas du tout à cette idée qui est l'idée force de l'accord de Paris. C'est-à-dire qu'il y a 3 accords, hein, dans la Convention climat. Le premier, c'est Kyoto. Hein, donc, voilà, donc, disons, l'espoir, l'objectif, c'est en tout cas, les Nations Unies invitent les pays développés à diminuer leurs émissions de 5 à 6%, alors de 5% en moyenne des pays développés sur la période 2008-2012 par rapport à 90. Alors, ça ne marche pas. Hein, comme vous voyez, les émissions ont augmenté. Il y a quelques pays. En Europe, ça a marché.
mais globalement, ça n'a pas marché. Et bon, si je reviens là, il y a deux raisons. Hein. Donc, une augmentation très rapide des émissions dans les années 2010. Si on les regarde pays par pays, celles de la Chine ont pratiquement triplé dans les années 2000. Hein. Donc, voilà. Et aussi le fait que les États-Unis, donc c'est George Bush, 8 ans de George Bush, 8 ans où les États-Unis sont en dehors disons, de la Convention climat. Donc voilà, c'est quand même, ça fait partie, disons, on peut pas dissocier là non plus cette politique disons, climatique à l'échelle planétaire de la politique politicienne en tout cas. Donc voilà. Et donc le deuxième accord, c'est Copenhague. Hein. L'objectif de Copenhague, c'était disons, d'avoir une ambition sur la deuxième phase du protocole de Kyoto, 2013-2020. En fait, il n'y a pas d'ambition du tout. Il n'y a pas eu d'ambition puisque se sont engagés avec des objectifs un peu ambitieux, simplement l'Europe et quelques autres pays. Ça représentait moins de 15% des émissions. Et on voit bien que ben voilà, c'est un peu ralenti, comme nous l'a dit Corinne, mais on voit bien que c'était pas. Et pour ces deux accords, eh bien, l'idée de la Convention climat, donc des Nations Unies, était finalement d'essayer de fixer des objectifs pour les pays développés. On voit que ça ne marche pas. Et donc, eh bien, on va prendre l'approche inverse pour l'accord de Paris, c'est-à-dire que l'idée, c'est de demander aux pays ce qu'ils acceptent de faire, ce qu'ils accepteraient de faire pour lutter contre le réchauffement climatique et s'y adapter. Alors, ce sont les engagements. Alors, c'est ce à quoi effectivement, Fabius ne croyait pas. Fabius disait, mais les gens ne vont pas nous dire ce qu'ils veulent bien faire. Et en fait, tous les pays ont joué le jeu. C'est ça qui est remarquable, et Corinne a tout à fait raison. Le cadre de l'accord de Paris est remarquable. C'est-à-dire que dans la mesure où ce que les pays proposent, alors il y en a des sérieux et des moins sérieux, alors soit en termes de mitigation, soit en termes d'adaptation, eh bien, dans la mesure où ce n'est pas discuté, eh bien, les pays ont tous ratifié l'accord de Paris. C'est-à-dire qu'on a un cadre universel. Hein. Disons, l'accord de Paris reste universel. Alors, il y a un fossé entre les engagements, je ne vais pas revenir là-dessus, et puis disons, ce qu'il faudrait faire pour rester autour de 1,5 degré, voire 2 degrés, voire 1,5 degré. Et on voit bien que depuis Glasgow, c'est plus 1,5 degré qui est, disons, qui est prononcé, qui est mis en avant, tout simplement parce qu'il y a eu un rapport 1,5 en 2018 qui nous dit clairement qu'un demi-degré, ça compte, que bien, les conséquences à 2 degrés seraient plus importantes, plus difficiles d'y faire face qu'à 1,5 degré. Donc, disons, sur l'accord de Paris, je ne serai pas beaucoup plus long. Donc voilà, mais enfin, ça a été, pour moi, c'est une réussite dans sa conception. Et voilà, pour le moment, en tout cas, on a un cadre bien construit pour aller de l'avant. Ça ne veut pas dire qu'on ira de l'avant, mais je suis parfaitement en phase avec Corinne. L'accord de Paris est bien construit, il est universel. Et voilà, donc on voit bien, enfin, si ce n'est pas suffisant, on n'y reviendra pas. Alors, je vais terminer pour ne pas être trop long, donc redire quelque chose, disons, alors, sur la France, ce sont les mêmes chiffres que ceux de Corinne, bien sûr, puisque j'ai, voilà, donc les 31%, vous voyez, du transport, et la politique de la France, donc, qui s'est construite, voilà. Donc, je vous ai parlé de la loi de 2005. Il y a la loi de 2015, hein, donc voilà, qui était c'était la loi sur laquelle j'avais moi-même, enfin, j'avais été co-rapporteur au titre du CESE. Et puis donc, il y a eu une loi climat-énergie en 2019 et la loi de 2021. Quelques mots-clés quand même dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, voilà, donc c'est quand même l'importance de l'échelle régionale. Hein, donc ça, c'est un point, je crois, qui a été aussi mis en avant. Bon, voilà, aussi bien au niveau des impacts que des solutions à mettre en œuvre que d'adaptation. Voilà, quand on parle de bâtiments, d'urbanisme, de transport, beaucoup de choses se passent au niveau des régions. Hein, ce n'est pas l'État qui a la main sur tout. Hein, c'est très important, même des élus locaux. Alors, quelques mots-clés qui pour moi sont évidemment
disons, clés par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique. Le mix énergétique, j'y reviendrai rapidement. L'efficacité énergétique, c'est clair. Dans la loi, il y a effectivement maintenant, c'est plus ambitieux encore, puisque alors, initialement, il y avait division par 2 en 2050 de notre consommation énergétique par rapport à 2010, je crois. Là, disons, le rapport RTE, dont je vous dirai quelques mots, a été un peu moins ambitieux. Bon, bien sûr, la sobriété, disons, l'efficacité énergétique, c'est faire les mêmes choses avec moins d'énergie, c'est bien. La sobriété, c'est un peu regarder à ce qu'on fait. Disons, on n'est peut-être pas obligé d'acheter un SUV. C'est bon. Disons, Corinne a été un peu gentille, mais c'est clair que l'augmentation des émissions en France est largement due disons, à l'augmentation de l'achat des SUV, c'est très clair. Donc, la solidarité, ça c'est très important. Et la solidarité n'est pas au rendez-vous, elle n'est pas au rendez-vous au niveau international. Par exemple, un des échecs pour moi de Glasgow, c'est cette promesse que les pays développés avaient fait vis-à-vis des pays en voie de développement de leur mettre à disposition 100 milliards d'euros de dollars chaque année pour les aider à lutter contre le réchauffement climatique et à s'y adapter. Et donc on en est à 80 milliards. On n'a pas été capable de trouver les 20 milliards, disons, pour tenir notre promesse. C'est une promesse qui date de Copenhague 2009. Et c'est extrêmement regrettable et ça a mis une ambiance très, très morose sur cette conférence de Glasgow. J'y étais donc, et Corinne aussi, mais disons, il n'y avait pas une ambiance, on voit bien que les pays en voie de développement en veulent vraiment, et je crois à juste titre. Il faut voir que 20 milliards d'euros, sur la même période, les pays développés ont mis plus de 3 000 milliards de dollars à chaque fois, 3 000 milliards de dollars pour sortir disons, pour faire face à la crise économique liée à la pandémie. Alors, ce n'est pas du tout un reproche, je pense qu'il fallait les mettre, mais être capable de mettre 3 000 milliards pour le chez-soi et ne pas être capable de mettre 20 milliards pour tenir une promesse, c'est quand même une promesse qui avait été faite, c'est vraiment très regrettable. Donc, il y a un manque de solidarité qui est bien là. Les investissements, je pense qu'il faut investir, mais bon, moi je le dis de ma façon, il faut vraiment que chaque investissement qu'on fasse aujourd'hui soit évalué par rapport à sa capacité à s'intégrer à la lutte contre le réchauffement climatique ou l'adaptation. C'est un peu ce qu'a dit Corinne, je le répète d'une autre façon, mais il faut absolument réfléchir à chaque fois. Disons, on ne peut pas continuer. Voilà, donc d'ailleurs, les rapports qu'on fait, par exemple, sur la 5G, elle n'en a pas parlé, Corinne, est intéressant en ce sens. Voilà, les rapports du HCC. Et puis l'éducation, donc ça, c'est un point qui m'intéresse. Donc, demain, nous remettrons à Frédéric Vidal, donc un avis. Donc, j'ai été président d'un groupe de travail depuis 2 ans sur l'enseignement de la transition écologique dans l'enseignement dans le supérieur. Voilà, nous rendrons notre copie demain à Frédéric Vidal avec Luc Abadi. Voilà, donc il y a plein de recommandations. Alors ici, vous êtes, bon, voilà, c'est important que, merci d'être là. C'est important que tous les établissements disons, universités ou universités, écoles, tous les établissements d'enseignement supérieur, quelles que soient les filières, prennent, disons, adhèrent à une vraie stratégie d'enseignement de la transition écologique. Elle sera différente, évidemment, là où vous êtes, c'est pas ça. Si vous êtes philosophe, mais il n'y a pas une discipline qui puisse se dire le réchauffement climatique, ce n'est pas mon affaire. Ça, c'est très clair. Donc, voilà le message. Et voilà, donc on remettra, on verra ce qui arrive. C'est sûr que comme beaucoup de rapports, s'il n'est pas repris par le prochain gouvernement, ça n'ira pas très loin. Mais enfin, je pense que déjà, il sera sur la table et disons, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de surprises, c'est beaucoup de bon sens. C'est avant tout de l'adhésion bien sûr, disons, l'indépendance, l'autonomie des établissements est tout à fait respectée. C'est comment on fait adhérer vraiment les établissements à quelque chose d'ambitieux. Voilà, donc, voilà, donc je ne vais pas reparler, c'est quand même des points qui ont été un peu abordés, voilà, mais c'est quand même une ambition, disons que j'aime bien la regarder, cette ambition de la stratégie nationale bas carbone, avec 3 secteurs zéro émission, bâtiment, transport, production d'énergie. Alors, un débat qui a pris place, voilà, donc, moi, alors, ce qui est intéressant peut-être par rapport à la loi de 2021, c'est qu'elle était censée s'appuyer sur les recommandations de la Convention citoyenne. Donc, il y a 150 citoyens qui se sont réunis. Donc, moi, j'étais dans le comité de gouvernance et donc j'ai eu la chance d'y participer. On a participé à tout. Voilà, donc je ne vais pas, mais je vous invite aussi à aller voir les propositions des citoyens. Le point, il est clair, c'est que
disons malheureusement, je dirais à mon regret, au regret de beaucoup de gens qui s'y sont impliqués, disons les recommandations des citoyens ont été prises, disons qu'au maximum, il y a peut-être 20% des recommandations qui ont vraiment été prises et qui ont été impliquées, enfin disons, qui sont vraiment entrées dans la loi. C'est assez regrettable parce que, disons, les recommandations des citoyens étaient extrêmement ambitieuses et je pense qu'il aurait fallu qu'elles soient mieux prises en compte. C'est bien sûr pas aux citoyens de faire la loi, ce n'était pas du tout leur ambition, mais une vraie prise en compte des recommandations des citoyens aurait été bienvenue et ça n'a pas été le cas dans cette loi 2021. Voilà, voilà, je vous invite à aller les voir, hein, la rénovation des bâtiments, la consommation d'énergie, l'artificialisation des sols. J'ai pris se loger, se nourrir, se déplacer. Hein, c'est notre vie de tous les jours, vous voyez, se déplacer. Voilà, la voiture individuelle. Bon, je le dis souvent, mais disons une proposition, c'était la limitation de la vitesse aux autoroutes à 110 km/h. Je pense qu'elle était extrêmement pertinente, d'autant plus qu'elle s'applique à tout le monde. Il faut aussi des mesures symboliques qui s'appliquent à tout le monde, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre. C'est un peu ça le problème. Disons, ces mesures symboliques, et qui fonctionnent très bien dans d'autres pays. Voilà, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus pour laisser de temps à quelques questions, et on s'est promis de terminer à 8 heures. Donc, il y a maintenant un point extrêmement bon, là aussi, un rapport très intéressant du réseau Transport Énergie, RTE, donc sur une vision énergétique de la France, alors sur lesquels c'est assez intéressant parce que d'abord c'est un rapport extrêmement bien documenté, extrêmement sérieux, avec 6 scénarios. Alors après, chacun va y trouver ce qu'il veut. Alors ce qu'on peut retenir sur le mix énergétique, hein, voilà, donc c'est moi qui suis assez favorable, enfin bon, c'est vrai que j'ai 54 ans de CEA, mais je reste très favorable au développement des renouvelables. Alors j'aime bien le point 4. Voilà, je le dis franchement, hein. Atteindre la neutralité carbone en 2050 est impossible sans un développement significatif des énergies renouvelables. Et donc, en particulier d'éolien, qu'on le veuille ou non. Donc, ça va être. Voilà. Et se passer de nouveaux réacteurs nucléaires implique un développement des renouvelables peut-être trop important. Moi, c'est ma conviction, hein, je crois. Voilà, enfin, on verra bien, mais c'est important, le renouvelable. On ne peut pas réussir cette transition en France sans disons, pour moi, c'est le point important, sans vraiment une politique vraiment très volontariste dans le domaine du renouvelable. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Donc, moi j'ai eu, oui, je crois que c'est terminé. J'ai eu la chance de vivre tout ça de l'intérieur, voilà, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, à travers disons à la fois le GIEC et puis les conventions climat. C'est passionnant. Et moi, ce que j'aimerais, c'est quand même certains d'entre vous s'intéressent, deviennent, parce que vraiment, la recherche est importante, l'innovation est importante. Pour votre génération, je dis souvent qu'elle est doublement concernée, hein. Cette transition, disons, de toute façon, disons, elle irriguera les 30 prochaines années, qu'on la fasse ou qu'on ne la fasse pas. Je veux dire, si on ne la fait pas, c'est un choix tout à fait possible, eh bien, il y aura des conséquences dans la deuxième partie de ce siècle, disons, auxquelles il vous sera difficile de faire face. Je ne veux surtout pas être trop pessimiste, mais bon, s'il fait plus 3, plus 4 degrés, c'est pas, y compris en France, mais surtout dans d'autres coins de la planète, c'est très difficile. Et si on l'a fait, effectivement, c'est quand même un regard alors, que moi, je mets comme positif, hein. Je me suis beaucoup impliqué, donc bien sûr, je me suis beaucoup impliqué dans le pacte finance-climat avec Pierre Laroutourou, par exemple. Je pense qu'il faut investir. Je pense que pour votre génération, c'est attractif, hein. C'est beaucoup justement de recherche, d'innovation. Mais cette innovation, je le redis, doit être évaluée par rapport à sa capacité à s'inscrire dans la lutte contre le réchauffement climatique ou l'adaptation. Mais disons, si j'étais de votre génération, là, j'ai un petit-fils, là, toi, hein. Bon, ça va, tu es encore plus jeune. Donc, mais je veux dire, il ne faut pas baisser les bras. Et moi, j'ai le même message que Corinne. C'est assez enthousiasmant, justement, d'avoir à inventer des choses. Il ne faut pas baisser les bras, aller de l'avant. Voilà, c'est aussi le même message que Corinne. On ne s'est pas mis d'accord, mais on est complètement en face là-dessus. Il y a beaucoup à faire et faites-le. On compte sur vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais il nous reste un peu de temps pour des questions. 10 minutes. Hein. Ouais.
Non, parce qu'il y a un match ce soir. Pour ceux qui ne savent pas, il y a peut-être qui ne savent pas qu'il y a un match ce soir. Moi, j'aurais eu. Donc, Vas-y, déjà, ouais. merci pour votre intervention. J'aurais eu une question relative à l'insertion de la France dans son contexte international en Europe et aussi dans le monde. Quel est son leadership par rapport à cette transition? Est-ce qu'on peut vraiment espérer qu'une impulsion française puisse avoir une résonance internationale? Ou est-ce que internationalement, il n'y a de toute façon pas d'influence enfin, la France n'a pas de se perdre dans une masse, quoi. Mais si, d'abord, bon, c'est vrai que bon, l'accord de Paris est quand même salué comme une réussite. Je le redis, il n'est pas complètement réussi, mais en tout cas, c'est vrai que ça a marqué. Je crois que c'était un succès. Ensuite, c'est important qu'un pays comme la France, disons, tienne ses objectifs. Et on ne les tient pas actuellement. On a du retard quand même, hein. Donc, c'est vrai, moi, enfin, soyons clairs. Je pense très clairement que, disons, entre la Chine, l'Europe et les États-Unis, il y aura peut-être l'Inde dans 10 ans ou 20 ans, c'est, disons, le pays, en tout cas là, ou l'Europe, parmi les trois, celui qui prendra le leadership de la transition énergétique et écologique au sens large, prendra aussi le leadership économique. On ne peut pas y échapper. Et c'est pour ça que, eh bien, une fois que la Chine avait annoncé neutralité carbone en 2060, les États-Unis ne pouvaient pas ne pas annoncer. Donc, disons, ça va être le moteur du développement économique, parce que je pense qu'on ne peut pas laisser les gaz à l'effet de serre continuellement augmenter. Disons, c'est clair. L'autre solution de ne pas atteindre neutralité carbone, c'est que l'effet de serre continue à augmenter, et je ne crois pas que ça sera, à un moment, ça devient inacceptable. Et donc l'idée, et on voit bien qu'il y a des choses qui bougent, et je pense que des choses peuvent s'accélérer aussi. Donc, je pense que la France peut jouer un rôle, d'abord chez nous, tenir nos objectifs, nous mettre vraiment sur une trajectoire neutre en carbone en 2050. Allons-y, il y a des trajectoires, suivons-les. Ne disons pas un tel ne fait pas son chemin, faisons celui que nous sommes fixés, puisque nous l'avons fait. Et puis, voilà, au niveau de l'Europe, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, le taxe carbone aux frontières, il y a beaucoup d'outils économiques. Peut-être que d'autres vous en parleront, disons, dans les prochaines conférences. Il y a beaucoup de choses à faire, mais je crois que... voilà, il y a quand même aussi une vraie dynamique de développement industriel qui peut être associée à, disons, à la lutte contre le réchauffement climatique. Ça peut aller... Bon, les grands problèmes actuellement, c'est quoi? Le développement des batteries, moyens de stockage. Alors après, on peut parler du nucléaire. Il y en a qui l'aiment, d'autres qui ne l'aiment pas. On ne va pas faire un débat ici, mais voilà, il y a tellement à faire. Voilà, il y a beaucoup à faire dans le renouvelable également. Et un des arguments que j'ai moi en faveur du renouvelable, c'est qu'au niveau planétaire, si on réussit, ça sera plus de 90% de l'énergie sera renouvelable en 2050 ou en 2060. Et donc, il ne faut pas que la France s'exclue de cette dynamique de renouvelable à l'échelle planétaire. C'est un de mes arguments, effectivement, en faveur du renouvelable. Bonsoir. Ouais, tu attends, où elle est? Ah là, ouais, je voyais bonsoir. plus. Je oui, parle bonsoir. peut-être pas très fort dans le micro. Je voulais juste revenir sur une phrase que vous avez dite. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de courroie de communication suffisante entre les scientifiques et les politiques. Et pourtant, vous nous avez présenté le GIEC, le Haut Conseil pour le climat, le CESE et plein d'autres rapports. Donc, qu'est-ce que vous préconisez en fait? Donc, allez, je vais dire. Moi, j'étais président du Haut Conseil de la science et de la technologie pendant 5 ans. On était théoriquement sous la responsabilité. Donc, le Haut Conseil pour la science et de la technologie, c'est l'ensemble des disciplines. Ça n'a rien à voir avec le climat. C'est l'ensemble de la recherche en France. Et bon, on n'a jamais vu le Premier ministre. Voilà, c'est tout. Donc, je pense qu'on a fait de bons rapports et en gros, personne ne l'est. C'est un peu le problème des avis consultatifs en France. Je pense qu'on a un système en France, bon, je vais me faire tuer, mais je dis ce que je pense parce que je l'ai écrit. On a un système avec les grands corps qui font que ces grands corps remplissent, disons, vont dans les cabinets ministériels et généralement ignorent les avis consultatifs. C'est complètement différent dans des pays comme l'Angleterre ou le Royaume-Uni ou bien quand ça fonctionne bien, disons les États-Unis. La communauté scientifique me semble plus proche. Et
donc voilà, c'est vraiment là, c'est consanguin avec, je suis navré de le dire, mais avec ce système des grands corps en France et qui font que les avis consultatifs ne sont simplement pas écoutés. C'est très clair, que ce soit ceux du CESE, voilà, donc, ou ceux du Haut Conseil de la Science et de la Technologie. Donc voilà, le GIEC, c'est différent. Donc, disons, à titre personnel, j'ai toujours eu beaucoup de contacts assez directs avec tous les dirigeants politiques depuis 20 ans. Ça, il n'y a pas de problème, mais c'est jamais à titre de notre communauté scientifique. Ils viennent voir, ils vont piquer, enfin, ils vont prendre quelqu'un parce que j'avais une certaine visibilité. Donc voilà, et voilà. Donc évidemment, moi, quand on m'invite enfin, je pense que c'est le rôle de notre communauté, quand les décideurs politiques nous invitent à nous exprimer, de le faire. Ça, c'est clair, mais je n'ai jamais cherché à le faire vraiment. Il n'y a pas quelque chose d'organisé. On a bien vu pour la pandémie. Enfin, là, ils ont mis en place un conseil, ça a à peu près fonctionné, mais il n'y avait rien de vraiment. Enfin, il y avait d'autres conseils en place qui se sont un peu vexés, mais il n'y a pas vraiment de mécanique. C'est un peu ça. Je regrette et je pense que la HCC est une très belle, justement, c'est très bien. Et Corinne, effectivement, le contact. Et jusque-là, enfin, moi, je suis très satisfait par le Haut Conseil pour le climat, par la façon dont ça s'est mis en place et dont ça se déroule. Ouais, merci. Et on va terminer sur 2 questions Zoom. Ouais. Donc la première, dans quel sens les mesures qu'on peut prendre et qui semblent dérisoires, puisqu'on pèse proportionnellement une toute petite partie de la population, peuvent avoir un impact face à la Chine qui va encore augmenter de 30% ses capacités de production à partir de charbon. Je redis, quand on me dit effectivement la France c'est 1% de la population mondiale, c'est aussi 1% des émissions. Faisons notre travail et on en profitera. Au contraire, on va construire le dynamisme économique en réaliser cette transition. Donc il ne faut pas. D'abord, la Chine s'est alignée sur 2060 et je pense qu'elle va aussi. Tout le monde pense qu'elle va y arriver. Donc, elle a annoncé neutralité carbone en 2060, ce qui n'est pas rien. Donc, il ne faut pas non plus... Enfin, disons, je pense que la Chine parie aussi sur la réalité d'une transition écologique au sens large. Donc, je pense qu'on a intérêt à le faire avec l'Europe. Je suis très européen, c'est clair. Je pense qu'on ne peut pas... C'est quand même l'Europe qui va peser, dont j'espère... Disons, j'aurais beaucoup aimé... Je ne cache pas que c'est pour ça qu'on s'est impliqué dans le pacte finance-climat avec Pierre Laroutourou. J'aimerais beaucoup un vrai leadership de l'Europe en la matière, mais on a un peu de mal, on le voit bien. Pas que de la France, donc ce n'est pas la France toute seule pour moi. Et du coup, dernière question Zoom, que pensez-vous du danger que représente la prépondérance du sujet climat dans le débat politique par rapport aux autres menaces comme l'érosion de la biodiversité? On me le reproche souvent. 10 ans avec Alain Mourgadoubourg au CESE, voilà, on s'aime beaucoup. Hein. Mais bon, Alain me disait toujours, tu parles trop de climat, pas assez de biodiversité. Bon, par exemple, ce matin, j'étais en biodiversité, mais dans notre avis qu'on va remettre demain, disons, c'est vraiment la transition écologique au sens large en toutes ses dimensions, à la fois, bien sûr, climat, biodiversité, mais aussi ses dimensions sociales. Donc, non, c'est bien sûr tout cela. Non, je ne sais pas si ça nuit. Il y a eu aussi beaucoup de progrès faits sur la biodiversité, disons, grâce au dernier rapport de l'IPBES, disons qu'il y a eu, là, c'est pris en charge dans la loi. J'étais, par exemple, à l'Ocean One Ocean Summit la semaine dernière à Brest. On a beaucoup plus parlé de biodiversité que de climat. Et c'est très bien, hein, je veux dire, je ne m'en plains pas du tout. Mais la biodiversité océanique et disons, les problèmes de surpêche et tout ça a été beaucoup plus discuté que n'a été discuté le climat. Donc, voilà, bien sûr, j'ai beaucoup de collègues qui travaillent, Luc Abadi en particulier, qui est une des figures dans le domaine de la biodiversité en France. Et voilà, on a fait, je crois que on en parle moins, effectivement, parce qu'il y a cette déclinaison sur l'énergie. C'est l'énergie dont on parle plus. Voilà. Donc, il y a cette déclinaison directe sur l'énergie qu'à moins. Oui, il y a une dernière question, là, Lévi. Sans dévoiler le rapport que vous remettez demain, oui. Quels seraient les conseils que vous donnerez à une école telle que la SPCI au niveau de l'enseignement du développement durable? Voilà, d'abord, il y a 2 choses qui sont importantes. On parle bien de 100% des... Alors, notre objectif, c'est 100% des étudiants. Disons, ce dont j'ai le sentiment, et je ne sais pas si c'est le cas ce soir, j'ai l'impression que
par rapport à ce dont on parle, climat, biodiversité, transition écologique, hein, je suis aussi en charge disons, je suis commissaire scientifique d'une exposition qui va ouvrir à la Cité des Sciences sur la transition écologique, qui va ouvrir l'an prochain. Disons, il faut, comment on fait pour entraîner 100% des... Donc, j'ai le sentiment qu'il y a une classe d'âge, une partie des étudiants qui s'y intéressent, moins les autres. Comment on entraîne tout le monde? Ça, c'est le premier point. Et puis, quand même, disons que sur la dernière loi LPR, disons que c'est une mission désormais de l'enseignement supérieur. Hein, disons, la formation et la sensibilisation à la transition écologique est devenue une mission de l'enseignement supérieur inscrite dans la loi. Donc, comment on fait ça? Moi, je pense qu'il faut... comment on entraîne l'ensemble de la SPCI? Voilà, c'est ça la question. Mais c'est vous qui saurez, on va pas, disons, il n'y a pas de recette magique, on dit qu'il faut beaucoup faire, et ça, bon, peut-être moi, si vous avez peut-être des prépas intégrés, mais sur les 2 premières années du supérieur, c'est important, hein, qu'il n'y ait pas de rupture. On commence à avoir, disons, les enseignements dans le secondaire se sont, disons, vraiment améliorés. Ce qu'on voudrait, c'est qu'il n'y ait pas de rupture, disons, de plus en plus, disons, au lycée, eh bien, on commence à parler de la transition, voilà, et on ne voudrait pas qu'il y ait de rupture avec la première année, enfin les 2 premières années, et ensuite, évidemment, ce n'est pas pareil, quelqu'un qui, disons, je pense que c'est à vous de mettre en place des outils, on fait des recommandations, mais enfin vraiment, voilà, qui seront, enfin je suis sûr que vous trouvez que ce sont des recommandations de bon sens, mais c'est aussi une question de moyens. Donc, on ne fera pas voilà, des recommandations comme dire vous pouvez le faire soit en élargissant vos unités vos unités d'enseignement disons à ces problèmes de transition. On insiste sur le fait que c'est très multidisciplinaire, ça peut venir vraiment de beaucoup d'endroits. C'est des choses qui sont assez évidentes, mais dans tous les cas, les enseignants nous disent, et disons, les grandes écoles étaient représentées, hein, bien sûr, dans le CPU, CGE, tout le monde était représenté, c'est des filles. Bon, bien sûr, c'est après une question de moyens. Disons, faire plus, disons, il faut aussi des moyens en termes d'enseignants, en termes d'aide pédagogique. Voilà, on propose la mise en place d'un suivi. Voilà, on propose que l'HERS tienne compte de ce que font les établissements. Voilà, on propose des choses quand même assez simples. Il y a pas... mais comment on entraîne? C'est plutôt moi. Enfin, nous, on espère que, disons, vous saurez trouver, c'est plutôt à vous de trouver le chemin dans chacun des établissements, la façon de le faire. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est une adhésion des établissements. Alors après, disons, bien sûr, il y aura disons, une mise en place, une aide au niveau des ressources et tout ça qui va se mettre en place. C'est ce qu'on propose, hein, bien sûr, mais voilà, tout le monde est concerné. Et on parle aussi beaucoup, et ça peut être aussi le rôle, on en a parlé ce matin, c'est ce qu'il faut à AgroParisTech, c'est-à-dire on parle aussi beaucoup, c'est pas que les étudiants, c'est pas que l'enseignement supérieur, c'est aussi tout au long de la vie. Il y a vraiment besoin que, disons, bien, la formation permanente intègre pleinement ces aspects de transition énergétique aussi. Et là, les écoles, enfin les établissements peuvent jouer un rôle important. C'est ce qu'on recommande, par exemple. Voilà. Mais merci beaucoup. Merci à vous tous. Bonne soirée. Merci à tous. J'en profite pour rebondir. Si vous voulez que les choses continuent d'avancer, etc., n'hésitez pas à parler des conférences autour de vous. Surtout parce que le bouche à oreille, c'est vraiment le meilleur moyen de communication qu'on ait trouvé jusqu'à maintenant. Surtout, donc, je vous parle 30 secondes des prochaines conférences. La semaine prochaine, il y a Fabrice Flippo, qui est professeur de philosophie, qui viendra. Donc, on commence la deuxième partie du cycle, qui portera plus sur les rapports des sciences sociales et le lien entre sciences sociales et environnement. Donc, Fabrice Flippo, la semaine prochaine, même amphi, 18h, mardi, comme d'habitude. Et on parlera justement de ces questions de croissance, de décroissance. Voilà, donc ça va être super intéressant. Venez nombreux, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et j'en profite aussi pour en parler. Au sein du cycle, il y a une autre personne du Haut Conseil pour le climat qui viendra. C'est Céline Guivarch, voilà, qui, elle, traitera de la question de la justice climatique. Et donc, ça sera à la fin du mois de mars, début avril. Voilà, donc merci beaucoup d'être aussi nombreux. N'hésitez pas à en parler autour de vous et puis à la prochaine. Time to time.